Salut, je m'appelle Xavier Garny et je vous souhaite la bienvenue sur Studio Wakepark, la chaîne dédiée à l'actualité du ski nautique et du wakeboard en France. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de After Sesh, la série de podcasts où on donne la parole à ces personnalités passionnées et passionnantes qui agissent au quotidien pour le développement de notre sport. Je vous souhaite de passer un bon moment en notre compagnie et je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur Twitch, YouTube et Instagram. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir François Berland, responsable de la base de loisirs de Caniel et vice-président en charge de la relation avec les téléskis à la FFSNW. Salut François. Salut Xavier. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation pour le podcast de Studio Wakepark, After Sesh. Pourquoi After Sesh? Tu sais pourquoi? Bah, c'est après la session. Bah ouais. Ah bah voilà. Est-ce qu'on a raidé aujourd'hui? Non, pas vraiment. On n'a Non, pas vraiment raidé. ça fait longtemps là. Ouais. Ouais. Malheureusement, pas de winter session cette année. On n'a pas réussi à s'en caler une seule. Je sais pas pour toi. Si. J'ai été faire un petit tour à Verberie. Un petit tour de bipoule, ouais. Mais on n'a pas fait de. Mais il n'y avait pas Amiens. Il n'y avait pas Amiens. Ouais. Il n'y avait pas le Xavier qui garde un accrocheur pendant 1h30 après 1h30 d'échauffement derrière. Qui fait des tours et des tours et des tours, qui oxygène le lac. Exactement. Qui oxygène le lac. Non. Et non, mais merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bah merci à toi. Parce que je pense que tu as énormément de choses à raconter depuis le temps que tu es dans le wake. Et je te propose pour commencer de peut-être te présenter rapidement et de nous dire surtout comment tu as découvert le wakeboard. Alors, moi je vais te faire la même réponse que Canard, je crois, c'est que moi j'ai pas découvert le wakeboard, j'ai découvert le téléski nautique en fait. Parce que, donc déjà pour me présenter, donc je m'appelle François Berland, j'ai 40 ans, je suis actuellement responsable d'un service, on va dire d'un service des sports en fait dans une collectivité territoriale qui a dans ses missions la gestion de la base de loisirs et notamment on va cibler un peu plus, au-delà de tous les sports, parce que c'est une collectivité qui a beaucoup de compétences sportives, c'est super intéressant. Mais surtout, j'ai une équipe qui s'occupe du téléski nautique du lac de Caniel, canal historique. Voilà, mon home spot. Donc c'est ça qui est assez fou dans mon histoire, c'est que je me retrouve à 40 ans responsable d'une structure dans laquelle il y a le téléski qui m'a fait découvrir le téléski nautique, le wakeboard, ma passion, mon métier. Et Et qu'entre-temps, t'es passé par tout un tas d'autres spots. Voilà, je suis passé par d'autres spots. Hein. Justement, on parlait de Canard tout à l'heure. Lui, il est passé par un tas de choses. Moi, je suis passé par quelque chose. Mais voilà, donc du coup, actuellement, c'est ça. Je suis responsable d'un service Albat Sport et Loisirs dans une collectivité territoriale. Où je m'occupe des sports, du loisir et d'une base de loisirs, la base du lac de Caniel, notamment. Donc ça c'est mon poste actuellement, c'est mon travail. Comment j'ai découvert le téléski nautique? Parce qu'effectivement le wakeboard était cassé balbutiement, c'était alors j'ai pas pareil la mémoire des dates de certains assez folles de notre ami Canard qui arrive à te faire. Sans note, il avait fait ça. Il avait, mais ça je te crois pas, c'est pas possible. Je te jure, il n'y a pas de papier. Il est trop fort, Les 3 heures de podcast où il te fait sa vie en mode point par point, mois par mois, je sais pas faire. Il a vraiment, franchement, c'est en toute objectivité, parce que effectivement, je suis copain avec lui, mais c'est un des meilleurs podcasts parce que l'histoire est folle, quoi. Ouais. Le mec, si tu suis l'histoire du wakeboard en France, il est soit spectateur, soit acteur de la plupart des grands événements nationaux ou mondiaux. Donc, je fais une petite pub pour notre ami Canard. Écoutez ce podcast, il est super. Voilà, vraiment. Donc moi, 92, je dirais. Et pareil, sans certitude. Moi, je suis de Rouen. La ville de Rouen, qui est une ville qui est à une petite heure de route du lac de Caniel. Ma maman, en fait, est de Saint-Riquier-Esplain, un tout petit village à côté du lac de Caniel. Toute sa famille est là-bas, ma grand-mère est là-bas. Et du coup, mes parents, quand ils travaillent, me mettent, me foutent chez la grand-mère à Canibarville. Enfin, à Canibarville, à Saint-Riquier-Esplain. Et il y a le téléski nautique. Pourquoi j'y suis allé? Pour une histoire un peu ouf. Mon papa a fait son armée à Mururoa. A fait partie des mecs qui ont surveillé les essais nucléaires, malheureusement. Mais bref, là-bas il faisait du ski nautique. Et puis il me tannait tout le temps avec son ski nautique. Et un jour il m'a dit, bah tiens, il y a des stages là-bas, on va en faire ensemble, on va faire du mono. Il s'est fumé le dos. Donc je suis allé tout seul. C'est comme ça que j'ai découvert
Il s'est Ouais, fumé le dos en... avant. Ah, avant. Il s'était Pardon, coincé le ski nautique. dos codement. Du coup, j'ai jamais vu mon père sur des skis nautiques. Ah mince. Jamais, jamais, jamais. Il a toujours esquivé après, mais du coup, je devais aller. Ça devait être une activité un peu père-fils. Et effectivement, j'ai mordu. C'était des stages vachement intéressants. Il y avait une énorme dynamique de club à l'époque, hein. Justement, Canard en parlait dans le podcast, je crois, mais ça a été un des premiers téléskis, c'est le sixième de France, Caniel. Ça a été un des premiers clubs, c'était un très 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 gros club avec énormément de compétiteurs et enfin, pareil, hein, je pense que c'est un truc que je vais beaucoup répéter, mais faut aussi savoir rester humble. Je veux dire, on était nombreux, on était bons, non, on était les premiers en fait. Et il y avait 6 câbles, donc Ouais. c'était facile aussi à l'époque de performer et, sans enlever le mérite, hein, des copains. Mais effectivement, c'était facile de tous se connaître. Si t'es les skis en France, voilà, il y avait Sergi, il y avait Neulémine, il y avait les Ripos, il y avait Barca. Enfin, voilà, donc on était peu nombreux. On faisait du téléski nautique, donc slalom, figure, saut. Très vite, des Canards, des Alex Desbuissons, des Johan Bernier, ils sont arrivés avec des boards sous le bras, ou pas d'ailleurs, ou plutôt moi j'ai très vite acheté un wakeboard, mais j'étais quand même encore très attaché au ski de figure et au slalom, que j'aimais beaucoup. Mhm. Donc du coup, je me faisais plutôt squatter ma board pour squatter les skis des autres, mais la TX8 d'Alexandre Desbuissons, par exemple, en ski de figure, pour que lui ou les copains puissent... moi, c'était une hyper light latitude, je crois. Voilà, donc c'était la première board. Excuse-moi, hein, je pars un petit peu dans tous les sens. Vas-y, vas-y. Et il y avait surtout ce qu'on appelle la famille Maresco. Ça, c'était une grosse famille dans le milieu du ski nautique. On avait le docteur Jacques Maresco, qui était président du club, qui avait essayé déjà à l'époque de monter une section et de développer vraiment une section téléski nautique à la fédération. Ok. Donc tu vois, il y avait quand même déjà eu un essai qui n'a pas été spécialement transformé à l'époque, mais Jacques s'impliquait beaucoup. Beaucoup de compétitions qui tournaient sur les Ripos, qui tournaient Neulémine, championnat de France, Caniel 98, championnat d'Europe junior. C'était ouf avec les Allemands, les Biélorusses. Enfin voilà, nous on avait des locaux à disposition, là où les Biélorusses ils arrivaient, ils dormaient, ils s'entraînaient en piscine, en winch, Ouais. et ils se relayaient pour être debout dans le camion pour venir. Enfin voilà, c'était des expériences assez intéressantes. Et bref, donc le docteur Jacques Maresco, à qui on doit beaucoup, mon père, j'étais un peu turbulent moi, et mon paternel avait dit Ah bon. à Jacques, voilà, lui, il faut que t'en fasses quelque chose, faut que tu me le fatigues en fait, quoi. Donc c'est pour ça, je suis un peu rentré dans ce sport-là, ça a été très vite une passion, mais c'est pas mon sport d'origine déjà, je faisais déjà un autre sport plutôt intensivement. J'étais dans les sports de combat, le karaté à l'époque, mais ça a été super. Et puis bah voilà, je vais pas te pondre le discours du citadin. Moi j'ai grandi en HLM, mais j'ai des très bons souvenirs de cette. Mais là voilà, la campagne, l'eau, le téléski, on Ouais. passait des journées à Caniel. Le directeur de Caniel à l'époque mettait quand même énormément de choses en place pour qu'on puisse passer nos journées là-bas en fait. On avait le forfait saison, on avait des créneaux club plusieurs fois la semaine. On mangeait au restaurant du lac pour 10 francs une assiette de crudité en fait. Wow. Voilà, on donnait 10 balles et on pouvait avoir une assiette. Donc moi je passais ma vie là-bas en fait. Je passais ma vie là-bas. J'ai toujours gravité autour de la petite bande. J'ai jamais eu spécialement le gros niveau qu'ont pu avoir des mecs comme Alex, Canard, tout ça. Mais moi voilà, c'était plutôt une passion, pas dans le sens performance, mais c'est vite devenu une passion. Très copain avec les Maresco qui faisaient pas mal aussi, qui étaient très diversifié. Et surtout, la force de ce club-là, c'est que quand le wake est arrivé, il n'y a pas eu de clivage en fait. Il n'y a pas eu de le ski nautique, le wakeboard. En fait, on avait des créneaux wakeboard et ce n'était qu'un support de glisse comme Ah, un autre. ok. Voilà, donc c'est pour ça que par exemple des mecs à l'époque comme Nicolas Maresco, Baptiste Maresco, je sais pas si tu connais, donc Nicolas il a passé le BPGEPS avec moi dans fin des années 2000, on a été un des premiers câbleux à passer ce BPGEPS d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin dans les premiers, hein, je ne prétendrai pas être les premiers, mais ou qui était orienté bateau alors qu'on n'avait jamais foutu les pieds derrière un bateau, quasiment, donc c'est ça pareil, c'est une autre histoire, mais c'était des mecs tu voyais Nicolas Maresco ou Baptiste Maresco sur un
ski de figure, tu te dis tiens c'est un figuriste. Après tu le voyais sur un ski de slalom, tu fais ah non c'est un slalomeur. Puis après tu le voyais qu'un wake au pied, on voyait des blocages dans tous les sens, tu fais ah bah non en fait c'est un wakeboarder. Donc on a eu la chance à Cagniel à l'époque avec justement ces anciens qui étaient du ski classique et du barfoot aussi d'ailleurs. On faisait du barfoot à l'époque quand on avait encore le droit. Euh, et euh, ça nous a permis en fait de glisser vers le wakeboard sans que ça soit, tu vois, un peu genre le, 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 le clash avec l'ancienne génération. Ouais. Ça n'a pas été genre, nous, allez, on est dans la révolte, on fait du wake parce que vous faites du ski classique. Nous, très sincèrement, et après même ça c'est dans la Ligue de Normandie. On n'a pas vu ce clivage qui a pu exister à certains endroits entre le ski classique et le wake. Il n'y a pas eu de... Voilà. Donc bref, les années 90, Cagniel, moi je suis né en 83, donc ouais c'est ça, c'était début de l'adolescence, et puis le plaisir d'aller là-bas, de déconnecter, de pas être en ville, soit tu tapes dans un ballon, soit tu tapes dans un sac, bah là c'était une autre approche quoi, tu vois, c'était super intéressant. J'avais quand même une approche glisse, je faisais un peu de roller, mais un peu de skateboard par contre, mais beaucoup de roller parce que je faisais du hockey. Donc voilà, c'était ma seule approche de la glisse. Mais bon, voilà. Ok. Excuse-moi, hein, je pars un peu dans le. Non, vas-y, c'est grave intéressant. J'avais pas de notes, donc ça part un peu dans tous les sens. Mais Non, c'est ce qu'il faut. donc voilà, les années 90, ça, jusqu'à année 2000. Tu passes ton temps là-bas. Ouais. Ok. Ouais. C'est pas, il n'y avait pas spécialement une vocation, mais ça faisait partie de ma vie. Je faisais énormément ça. Mon père, qui était vraiment un saint homme, lui faisait, alors qu'il faisait les 3-8, me faisait des allers-retours les mercredis pour que j'y aille, voilà, de Rouen, alors que lui, il avait taffé toute la nuit et puis il dormait sur le banc en face pour que je fasse juste que je glisse. Hein. Donc c'était, Ah ouais, non, c'était cool. J'ai eu la chance aussi ça d'avoir des parents ultra open où sur le sport et la pratique sportive, il n'y a pas de limite. Il n'y avait pas de limite là-dessus. Ok. Fallait y aller. Fallait les envoyer quand même. Voilà, fallait surtout pas. Voilà, si on payait un abonnement, bah fallait le poncer quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. T'avais pas le choix. Ok. Donc tu rides à fond là-bas et donc ça jusqu'à quel âge? Bah en fait, j'ai stoppé net. Le début, ça peut paraître, tu vas dire, c'est genre la blessure, mais la blessure qui est pas du tout due au wakeboard, qui est pas du tout due au ski nautique. Blessure à la con, championnat d'Europe 98 junior au lac de Cagniel, donc en fin d'année. On a l'éluge d'été au lac de Cagniel, donc c'est ça aussi qui est un petit peu fou, c'est que bah, moi mon métier maintenant je suis devenu un peu un chantre de la réglementation de la sécurité, voilà, je gère une base de loisirs, à la luge d'été, dont je m'occupe maintenant, on a chiadé de protocoles, de machin pour éviter les blessures, et je pense qu'une des blessures les plus graves et les plus débiles de l'histoire des luges d'été, c'est moi. Je descends, en fait on se faisait des descentes allongées sur les luges, les mains sous le truc, à pleine balle, on faisait des chronos en fait, en mode bobsleigh, et un des gars de l'équipe d'Allemagne, je n'accuserai personne, je t'ai dit j'ai peut-être une petite idée sur le nom, mais bref, un des jeunes avait piqué un verre au bar, et verre dans la poche, il tombe de sa poche dans le dernier virage de la luge, moi j'arrive pleine balle avec un pote à deux sur la luge, avec Seb allongé, donc les mains sous la luge, et bah ma main est passée sur le tesson, et je me suis tranché, tendon, ligament, enfin je me suis explosé la main gauche en fait, donc, ouais. et bien comme il faut, et du coup j'ai pas... ça m'a aussi peut-être un peu saoulé d'être blessé, donc j'ai essayé en 99 de me foutre à l'eau, j'arrivais pas à tenir le palonnier avec ma main gauche, même si même si je suis goofy, pardon, mais bah voilà, quand même d'avoir une main en moins pour rider, c'est pas agréable. Donc j'ai boudé. J'ai boudé et je suis revenu quand j'étais en fac. Le truc un peu un hasard, j'ai croisé un Maresco, Mathieu pour le coup, en fac, et, qui dit bah, attends, faut que tu reviennes au club, machin, faut que tu reviennes. Puis effectivement ma main allait mieux, donc ça a été quoi? Ça c'est 2000, ouais 2001, je dirais. Peut-être 2002, putain, tu vois, comme je dis que je suis mauvais sur les dates. Environ. Entre 2000 et 2003. Et là, bah effectivement, j'y suis retourné, il y avait le club. Le club avait été en perdition parce que le docteur Maresco ne s'occupait plus du club.
Donc c'était plus l'âge d'or du club Ski Co qui s'appelait à l'époque. C'est pour ça que l'association résidente maintenant s'appelle Wake Co par rapport à ce fameux club. Mhm. Et donc j'étais pareil avec les Maresco, notamment Nicolas. Et bon, on s'est investi dans le club, on a commencé à passer notre initiateur fédéral, à aller voilà, parce qu'il fallait s'occuper des plus jeunes que nous, et puis parce que nous, c'était le kiff, quoi, tu vois. Là, c'était bénévole. Ouais, c'était bénévole, Ouais. totalement. Ouais, moi, j'étais vendeur à Gosport, Ok. à Saint-Sever, à Rouen. Euh, euh, donc, euh, voilà, c'était donc pareil. Je me remets à taper les allers-retours tout le temps, aller tous les week-ends à Caniel, aller tous les mercredis. Chemin faisant, je commence aussi à faire des petits contrats saisonniers en tant qu'opérateur. Voilà, je commence à cumuler voilà, tu te dis bon j'y vais pour, tu fais des extras, et puis après j'ai commencé à faire des saisons plus ou moins longues à Caniel, mais j'ai fait plusieurs saisons, et puis à un moment il a fallu se poser un petit peu la question de la professionnalisation. Ouais. Voilà, je suis tombé sur quelqu'un qui était assez top, qui m'a bien orienté, qui m'a permis de trouver un financement pour le BPGEPS, parce que quelque part c'est pareil, hein, c'est bien, c'est un diplôme qualifiant, faut le passer, mais ça coûte des sous, Ouais. donc, que j'avais pas spécialement. Donc j'ai pu me faire financer, et puis j'ai dû faire un choix aussi dans ce que je voulais être éducateur sportif, ça c'était certain, mais je parlais tout à l'heure des sports de combat, j'ai toujours pratiqué, je pratique toujours, et j'ai dû un petit peu faire le choix, à me dire bon, est-ce que je il y en a un qui va rester, il y en a un qui va être bénévole, l'autre professionnel. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars dans les sports de combat Ouais. ou est-ce que je pars dans le WEC? Je pourrais te sortir une fabuleuse histoire sur la passion parce que les deux étaient ma passion et le sont toujours. Mais si j'ai choisi le WEC, c'est peut-être parce qu'il y avait quand même plus de débouchés. Ça me permettait après d'aller faire les saisons, d'aller Ah ouais, enfin pour toi, il y a plus de débouchés dans le ski nautique et le wake que que dans les dans sports le de sport de combat. combat Ok. en tant que professionnel. Ouais, Ok. ouais, ouais, tout à fait. Enfin, dans le attention, c'était aussi pour aller travailler. On parlait déjà d'aller travailler en boat, en Corse. Enfin, Oui. tu vois, faire les saisons. Donc, effectivement, apprendre un petit peu, faire un peu une digression au milieu du câble pour aller. Parce qu'effectivement, la Corse, c'est magnifique, mais il n'y a pas de téléski, hein. Mm. Je pense que tu édifies un pylône, il explose le lendemain. Et ils ont bien raison. Mais voilà, donc j'ai dû un peu faire le choix, à me dire, bah écoute, enfin sport de combat, arts martiaux ou ski nautique, wakeboard, euh, entre être dans une salle de boxe qui pue des pieds ou être en board short sur un ponton toute la journée. Ouais. Bon, allez, vas-y, j'ai pris l'orientation soleil board short, quoi. Ok. Voilà. Donc à ce moment-là, fin des années 2010, tu décides de passer ton BP. Fin des années 2000. Des années 2000, ouais, Ouais, pardon. ouais, fin des années 2000. BP, j'y vais justement avec Nicolas Maresco, parce que pareil, lui, il sortait de STAPS. Voilà, on part tous les deux là-bas. On se retrouve au C2FSN à l'époque, le Mhm. centre de formation francilien des sports nautiques, qui deviendra là où on est en ce moment, dans les locaux, qui Tout à fait. deviendra Nautisme en Ile-de-France après. Et À l'époque, c'était à Cergy, à c'est ça? l'époque, c'était à Cergy, sur la petite île de Cergy. Le spot était assez ouf, c'était assez sympa d'aller travailler là-bas, voilà, on était. Enfin, déjà la base de Cergy, moi j'aime bien, hein. Je trouve que c'est un peu, voilà, c'est déconnecté, et pour un spot, enfin quand je dis c'est déconnecté, c'est l'usine été, on le sait tous, Ouais. mais T'es dépaysé un petit peu, c'est quoi. voilà, c'est dépaysé. Je trouve que t'as pas à Cergy, t'as pas l'impression D'être en pleine ville, ouais. voilà, dans la couronne. Et non, c'était cool. T'étais la petite île là, et puis découvrir, voilà, le format était intéressant, mais ça a été le choc des cultures avec Nicolas Maresco, où on est arrivé. Nicolas avait un peu plus d'expérience de bateau que moi, mais pas ouf non plus, et on s'est retrouvé. Enfin, nous, on faisait tu vois, à l'époque, on avait des bases de slalom, mais en câble, quoi, c'est-à-dire qu'on tirait comme des bœufs pour ramener. Enfin Avec le voilà, bras ici. c'est ça, quoi, le slalom en câble. Enfin, il fallait mettre un rythme dans le câble pour pouvoir pas avoir de mou de corde. Enfin, c'était. Donc, quand on a été les premières fois derrière le bateau, les mecs nous engueulaient. On avait des mecs comme Laurent Delacroix, Jeff Aubry. Enfin, en coach, les gars, ils étaient mais arrêtez de tirer le bateau vers vous, quoi. Enfin, Ouais. ce que disait Jeff, il fait ouais, dans la glisse, soit on est bourrin, soit on est félin. Bah, vous, les gars, vous êtes plus près du sanglier que du château, quoi. Tu vois, on était les hommes de Cro-Magnon, les câbleux, face aux mecs du bateau, quoi. Ouais. C'était. Après, super ambiance, hein, on s'est vachement entendu avec les riders bateau. Mais là, c'était bateau et câble, Non, que bateau. que bateau. On avait passé une journée à Cergy à voir comment fonctionnait un téléski à l'époque. Et wake et ski, Wake et ski. mais que bateau. Et que en boat. Donc Ok. il a fallu, dans test de sortie, on avait un slalom à sortir et un parcours en wake. Donc nous on a dû réapprendre en fait
avec Nico, on a dû réapprendre. Donc Nico était plus doué que moi, ça n'a pas été un problème pour lui, mais moi ça a été, moi il a fallu charbonner quoi. Tu vois, il a fallu voilà, apprendre à rider en boat. Moi je savais pas. Apprendre après à conduire un bateau aussi. Ouais. Moi je conduisais le 25 chevaux Caniel quoi. Tu vois, c'était, il a fallu apprendre à conduire un Malibu Response quoi. Tu vois, c'était autre chose. Donc super expérience, on rencontre plein de monde, tu mailles un réseau un peu différent justement du milieu du câble, tu trouves d'autres personnes. Tu rencontres des mecs super intéressants comme Laurent Delacroix par exemple. Enfin, lui c'est un maître Jedi du coaching, hein, je pense que tu le connais. Ça fait des années et des années que je l'ai pas vu, mais moi ce mec il m'a marqué au niveau coaching. Enfin, très sincèrement et puis ça fait maintenant, je pense que j'ai un bon référentiel en termes de personnes que j'ai rencontrées maintenant. Delacroix, ça fait partie des mecs qui m'ont marqué dans leur coaching. Jeff Aubry, très sincèrement aussi, pareil, hein, que je salue, s'il nous écoute, notre ami Jeff. Mais ouais, non, c'est des gars qui ont une approche du coaching qui était vraiment super intéressante. Donc voilà, ces gars-là, et puis apprendre ce que c'est que le métier d'éducateur sportif aussi, hein. On en reviendra peut-être après quand on parle de la formation, mais c'est aussi il y a un socle, il y a un tronc commun, et puis il y a apprendre un petit peu, je vais pas rentrer dans le truc moins fun, mais les droits et les devoirs. Qu'est-ce que c'est que d'encadrer des gens et puis d'avoir une responsabilité de ces gens-là. Tu sors un peu de l'insouciance, tu dire je passe un diplôme dans le WEC parce que je veux faire du WEC, mais là où justement tu apprends un peu toutes les responsabilités qu'il y a un con, donc t'apprends un métier, donc c'était cool. Moi j'avais pas spécialement l'impression d'avoir un métier jusque-là, j'avais des jobs, même si j'aimais bien, hein, vendeur dans un go sport, ça restait dans le monde du sport, tu vois, mais je faisais ça pour bouffer, quoi. Je faisais aussi un peu de sécurité ou de trucs comme ça, mais c'était pas... et de l'intérim, mais moi là j'ai appris un métier, donc c'était cool. Et là, Il y avait des personnalités marquantes dans ta promo ou pas? C'est bien. bah ouais, bon, il y a des mecs qui sont sortis des radars, mais s'ils nous écoutent, il y avait Arthur Havas par exemple, avec qui j'étais très copain. Je sais pas si tu connais pas, lui maintenant il est en Floride, il donne des cours en Floride, c'était très bon wakeboarder, avec des dreads qui arrivaient jusqu'au cul quand il t'envoyait des spins, c'était magnifique avec bon. On a un Clément Nadal qui le fait aussi, hein, tu me diras. Ouais. Mais voilà, donc lui, il était voilà super bien. Il y avait pareil, lui, il a un petit peu, j'ai plus de nouvelles. Il y avait, mais qui était bien à l'époque, qui était à Mantes-la-Jolie. Il y avait Laurent de Préville. Je sais pas si ça te parle. Donc pareil, c'est des gars. Lui, Arthur Havas, lui est toujours en Floride, hein. On essaye de se capter, malheureusement, on arrive rarement à se voir quand il revient en France, mais lui, il est coach ski nautique et wakeboard en Floride, dans une putain d'école. Il a belle vie, lui. Ok. Enfin, je lui souhaite. Donc le C2FSN, C2FSN, info voilà. en boot, Voilà. ski et wake. Ski et wake, avec oui, Johan Haute-Coche aussi là-bas. Putain, j'ai oublié Johan Haute-Coche, ça te parle pas? Rider de Cergy, qui lui, je crois qu'il est installé à Mayotte maintenant, mais lui il est rider câble, hein. Rider câble, il était ancien athlète, lui il a un parcours assez ouf. C'était un ancien athlète en kayak qui bossait justement pour Cergy et il s'est fait une année sabbatique à se payer le BPGEPS et avec une passion qui s'est découvert pour le WEC, mais ouais, tous ces mecs là assez intéressants. Donc voilà, après il y a eu le Mercato, hein, comme d'hab. Il y a Jeff qui montait à l'époque le TSN 44. Ouais. Donc là pareil, ça pour moi c'est un tournant dans l'histoire du WEC en France, hein, les TSN 44, parce que ça a été. Enfin, le TSN Ah, ça 44. c'est début des années 2010, alors là on est Ouais, mais il avait projet de monter ça, donc Ok. il commençait à recruter son équipe. Ah oui, d'accord. Nico est parti chez lui. Mhm. Nico est parti chez lui, c'est là où il était avec des mecs comme Mikey qui maintenant sont chez Au Natural, Val. chez Val et Bastos, enfin voilà, mais donc du coup c'est là où un petit peu moi j'ai Alex qui me faisait un petit peu du pied pour mon contour à cette époque-là, ça aurait été super intéressant et je sais pas comment c'est arrivé, la Corse quoi. La Corse. Money. Money. Et la Corse a matché, c'était cool. Et j'étais dans un centre qui était assez ouf, qui est fermé maintenant, qui s'appelait la Croix du Sud. Et ça, pareil, à Caramontine, c'était vachement intéressant parce que c'était un centre pour les anciens sportifs de haut niveau, pour les sportifs de haut niveau.
à la base de volley et de basket pour qu'ils puissent continuer à faire du sport pendant leurs vacances. Donc en gros, c'était comme un club med du CPA, mais t'avais très orienté sport, le resto ultra diète et tout. Ça faisait la fête quand même, t'en fais pas. Mais c'était que on avait les basketteurs de Lille, les volleyeurs de Cannes. On avait les mecs comme Laurent Serra par exemple, c'est un basketteur de l'équipe de France à l'époque où la France avait réussi à se faire les États-Unis. Donc en fait tous ces mecs-là venaient en vacances là-bas et nous on avait une offre ski nautique wakeboard intégrée où les mecs en faisaient autant qu'on voulait et qu'ils voulaient et moi j'étais avec Franck, comment il s'appelle oui, Francky, qui est coach à l'école de freestyle de la Clusa. Voilà, donc lui pareil, on voit bien, Victoria, Franck Trémollet, pardon, et Victoria Caudron, et on s'est retrouvés à animer, à s'occuper tous les trois avec Victoria en chef à l'époque, de la base de ski nautique et de wakeboard, mais on avait que des sports beaucoup parce qu'après c'est un centre qui a été ouvert au public mais c'était une grosse orientation sportive et sportive de haut niveau et on avait des mecs, c'est là où tu rencontres des mecs assez ouf parce que le recrutement, enfin voilà quoi, le chef voile c'était Thomas Carbrat, c'est un mec qui en planche à voile a été sponsor enfin qui fait partie des meilleurs mondiaux en planche à voile. On avait même des BE pétanque, t'imagines, c'est à dire que même quand tu faisais de la pétanque t'étais coaché par un BE. Alors on rigole, un BE pétanque, mais les mecs ils en voient. Ouais. Faut pas jouer avec eux au pastis et à la pétanque. Ils sont forts. Il y a un UC pastis d'ailleurs, je crois. Et voilà, donc moi je commence les saisons, j'apprends le boat, c'est cool. Enfin, ça me plaît quand même si le câble me manque. Ça me fait travailler mes spins. C'est bien, le boat, ça fait bosser les spins. Ça apprend à travailler les spins. Et à côté de ça, moi je pars à la Plagne faire les saisons l'hiver. La Plagne, grosse station de wakeboarder aussi. Hein, Hugues Murray, Camille Gervais, enfin je sais pas. Pierre Charponnet, que je connais pas personnellement, mais je sais qu'il est sur la Plagne et qu'on a beaucoup de copains en commun. Donc, enfin, ou qu'il était au moins à l'époque. Valentin Pérez, enfin, Val, je l'ai rencontré là-bas en fait. Lui, moi je travaillais dans un Pierre et Vacances. Lui, il avait The Post. Alors, Valentin, c'était quand même top. Le mec était gardien de parking de nuit. Enfin, ou de nuit ou même en journée, mais pour Maeva. Et du coup, en fait, le mec, il raidait toute la journée. Il se filmait, il faisait des edits de ouf. Et puis après, il était dans sa cabane à faire ses montages. Moi, je passais, j'allais poncer, et puis je m'étais fumé l'épaule en plus. Donc, à un moment, j'étais blessé. Donc, je passais mon temps à regarder des Desperate Housewives dans sa cabane pour qu'il faisait ses montages. Donc, voilà, donc la Plagne aussi, gros vivier de wakeboard. Et, euh, et bref, voilà. Ça. Les saisons. Les saisons. Ah bah si, oui, il y a aussi une anecdote qui peut être marrante, c'est que je m'étais, la veille de mes tests de sortie pour le BPGEPS, je m'étais fumé l'épaule parce qu'on avait une semaine à Mandelieu-la-Napoule pour faire du pilotage bouée. T'imagines? Pédagogie en bouée. Ouais. Parce que bah tu sais, t'as tes UC, c'est le ministère qui dit, mais voilà, ils disent, nous on avait c'était comme les plurivalents en fait où t'avais un UC, fallait avoir un BPGEPS pour piloter la bouée. Ouais. Et on nous conseillait de le passer ce truc là. Je sais pas s'il existe encore, mais c'est voilà, donc il fallait et là c'était nimp en fait parce que bah va faire de la péda en bouée, donc on était chez Guy de la Ligue PACA qui était un mec super, qui était, je sais pas si c'était le président de la Ligue PAC. Enfin bref, je vais pas dire de conneries, mais c'était un mec très investi. Et les mecs, il avait des X80, des X-Star, et puis bah, ouais, piloter en sécurité. Nous, on était là. Le but, c'était de se faire dégommer en bouée. Bah ouais, cherche pas. Moi, je crois que j'ai la vidéo. On est sur la bouée avec Nicolas Maresco et Johan Haute-Coche, et le mec, on est en X80, t'as un X-Star qui arrive en face, il y a la double up du X-Star, il nous envoie pleine balle dedans. Moi, j'essaye de retenir, et puis bah là, mon épaule lâche, je me fais luxation et fracture du bourrelet de la glénoïde. Voilà, donc l'épaule dans le sac, fini, et bah, pas pu passer les examens de sortie. Donc j'ai eu un BP provisoire, voilà, qui est valable 3 ans, le temps de passer tes tests. Et puis moi je pars dans mes saisons, j'oublie en fait. Et coup de fil du C2FSN à l'époque, il me fait écoute François, je suis à la Plagne, enfin voilà. Ton BP, il est plus valable dans 3 semaines, je crois, parce que t'as pas fait tes tests de sortie, ça fait 3 ans, quoi. Aïe.
Et moi je suis en station, j'ai pas ridé depuis septembre, et là il faut que j'aille faire les tests de sortie, quoi. Faut que je rentre un slalom, un slalom et un parcours en wake avec une ou deux têtes en bas, enfin je sais plus, enfin bref, voilà quoi. Mais quand même, moi je suis pas préparé physiquement, j'ai pas ridé depuis, je suis Guillaume Miraclette, enfin tu vois, c'est... Et là, donc ils font venir Jeff Aubry pour qu'il m'examine, et puis voilà, j'ai dû, ma reprise du WEC, ça a été mes tests de sortie de... Voilà. Et t'as réussi. Et j'ai réussi. La blague est drôle, c'est que je suis tombé sur la tricks qui était la plus simple du parcours. J'ai mis tout le reste. Et il y avait, tu sais, je sais pas si tu te rappelles, sur le parcours, fallait être capable de rentrer de tout, quoi. Et là, fallait, je sais pas, je me mets un double vague 180 grammes. Et au bout, en corps de mode, je me dis, tiens, je fais le 3-6 glissé tout de suite. Je sais pas, je me prends un mou, je me mets une carfonte 3-6 glissé. Ce qui a beaucoup fait rire Jeff. Ça va, on avait le droit à une chute. Mais voilà. Pour la petite anecdote, Ah ouais, boîte sur 3-6 glissé en bout de corde. Donc voilà, les saisons, enfin, excuse-moi, Non, la course, vas-y, ouais, ok. Et alors après? Après, moi je suis avec ma compagne, on a notre fille qui va arriver, on décide de continuer à faire les saisons en étant parents. On se dit, on en connaît. En plus, moi j'avais un rythme où j'allais au même endroit en Corse et au même endroit l'hiver. Toujours à Caramontino, là? Voilà, à Caramontino, ouais, je te dis, enfin Caramontino, pareil, ça pourrait être des anecdotes de ouf, mais je te dis, avec des sportifs de haut niveau tout le temps, en termes, pareil, chantre de l'arrêt sécurité en Corse, on faisait des shows nautiques où je passais avec le bateau en 2 nuits, ma collègue, on faisait comme de la descente au flambeau, mais avec une fusée de détresse, Ouais, où ouais. je l'envoyais pleine balle en mono sur la plage, où moi je faisais un drift avec le bateau en arrivant dans la baignade surveillée, enfin, tout ce qu'il faut pas. Là, t'as un mec de la Dragesse qui arrive, je pense que le gars, il fait un arrêt directement. Tu vois, si tu veux, les gars, vous venez de chier sur mon travail du début à la fin, en fait. Il n'y a plus rien qui va. Tu sais que moi, j'y suis allé en vacances, en fait, là-bas. Sérieux? Et il y a moyen que ce soit un moment où tu y étais, en fait. Putain. Parce que j'avais 14 ans. Yes. C'est il y a 15 ans à peu près. Eh ben c'est possible parce que Ce j'en ai serait eu ouf. des mecs ouais, ouais. Juste en vacances, et moi, il y avait Laurent Sierra, il y avait ces gars-là. Ah ouais, et puis justement on faisait ce fameux match de basket, tu parles de Laurent Serra, mais bon là on s'éloigne un peu du WEC, mais c'était très drôle, parce que moi j'ai toujours un peu tâté le ballon, parce que j'ai grandi dans les quartiers à Rouen où on jouait beaucoup au basket avec les copains. Rouen c'est une belle terre de basket quand même, j'étais au lycée Jeanne d'Arc où t'avais des sports études basket, donc on jouait mal mais on jouait, donc bon, j'aime bien jouer au basket en street, mais là le Caramontino organisait un match contre l'équipe de Porto Vecchio. Ouais, Voilà. Et du coup, l'équipe, c'était des mecs, des villageois. ouais. Voilà. Donc. Des villageois, carrément des paysans. Non, quoi. enfin, non, des villageois du village vacances, ouais, des villageois Ouais. avec des fourches et tout. Ouais, des clients. Non, quoi, donc ouais. des gars du village de vacances avec les moniteurs contre l'équipe de Porto Vecchio, qui Ouais. n'était pas une équipe dégueulasse en basket, hein. Et on leur mettait des poutrés. Parce que nous, notre meneur de jeu, c'était Laurent Serra. Ouais. T'avais 2 ou 3 mecs de Lille, t'avais des mecs qui étaient aux États-Unis, et moi et Francky, mon pote avec qui je donnais les cours de WEC, qui est un petit, qui est ultra sportif, hein, mais Francky, tu vois, moi je suis pas grand, il est plus petit que moi. On se retrouvait à faire des passes à des mecs qui faisaient des trucs, des dunks de cinglés, tu vois, c'était NBA Jam, quoi, tu vois, ils on Stylé. fire. Et le mec, on leur mettait des poutrés. Donc je peux te dire que j'ai eu une carrière dans le basket, Stylé. pro. Rêvé. Donc non, Ok. donc c'était, donc ouais, t'as été en vacances là-bas. Putain, quelle année? T'arrives à te rappeler ou pas? Mais je te dis, j'avais 14 ans, donc c'est Tu me rasais la tête, il y a 15 ans. pas de cheveux, pas de barbe. J'étais crâne rasé. Faudrait qu'on revoie. Bon, bref. Putain. C'est un autre sujet, mais Ouais. ok, donc là. J'étais peut-être piloté à 14 ans, quoi. Ouais, voilà, ce serait ouf. On recherchera, on vérifiera les dates, ce serait marrant. En tout cas, Victoria, je l'ai connue dans un autre club, Oui, à Grande Motte, non, à à... Air Sport Soleil, Yes, à hier. ok. Bah, je la vois peut-être la semaine prochaine, je lui ferai un boujou de ta part. Ouais. Vicky Cordon. Et franchement, et pour l'époque, moi je l'avais tannée pour qu'elle fasse de la compète en skate. Elle faisait le Vicky Style. Ouais. C'était juste mettre c'est les ça. jambes en l'air et tout, ouais. Attends, mais elle me faisait elle était ouf en skate, elle me faisait des doubles vagues. Fallait la piloter à 37 déjà. Sa vitesse c'était 37, non, elle était Ouais, ouf, c'était Vicky. engagé, ouais. Elle était super engagée, quoi. Mais elle est pareille en snowboard, hein. Francky qui est coach à la Clusa, il me dit moi quand je vais rider avec Vicky je mets un casque et j'ai peur en fait. Tu vois, c'est donc ok, donc Victoria, bah si elle nous écoute, Bah ah, ouais, il faut un coucou. ah bah ouais super Vicky, ouais.
Ok. Donc toutes ces saisons, Cara, La Plagne, etc. Et comment t'arrives au Havre? Comment j'arrive au Havre? Je suis alors pareil, pas de négo parce qu'on n'en était pas là, mais avec Alex Desbuisson. Tu vois, moi mon contour c'était le raté de ma vie parce que Alex m'a quand même fait comprendre plusieurs fois que j'aurais pu venir travailler là-bas. Ouais. Ça aurait été ouf, c'est pas le souci. Mais Un jour peut-être. un jour peut-être avec Hugues. Hugues, si tu nous entends, je suis prêt à venir bosser avec Ce toi. serait une belle Je suis équipe. prêt à troquer mon affreuse chemise de directeur pour venir sur un ponton. Ah, Je t'envoie mon CV. ce serait beau. Ah ouais, putain. Ouais, ce serait bien. Je t'avoue, ouais. Excuse-moi. Je suis contacté par un mec du Havre qui s'appelle Alexandre Arnoux, qui est un mec qui a été un peu, après lui, mon mentor professionnellement, un peu dans la gestion de structure. C'est lui qui m'a mis un peu un pied à l'étrier. C'est un type qui travaille. Lui, c'est un ouf de travail. Alexandre Arnoux, il a monté des trucs de ouf un peu partout. Pareil, c'est un mercenaire. Enfin, il est comme moi. Il vient de la base. Lui, à la base, c'est la voile, mais il travaille pour l'UCPA très longtemps et il montait des stages pour l'UCPA international un peu partout, au Vietnam, en- enfin, au Maghreb. Enfin bref, il allait partout. Et à l'époque, il était directeur d'une structure bowling, piscine, machin sur les hauts du Havre. Et le Havre, grosse terre de sport, hein. Le mec me contacte, je sais plus comment on en vient à rentrer en contact. Bref. Et on monte un projet un peu ouf. En gros, t'as une grosse zone commerciale qui s'appelle les Docks Vauban, au Havre, où il y a les bassins d'où part la Transat Jacques Vabre. Et en gros, il y a un appel à projet, un AMI, je crois, un appel à motivation d'intérêt. Enfin, je sais plus c'est sous quel format, parce que c'est Alex qui a surtout répondu à ça. Mais Alex, lui, il connaît pas trop le truc. Il est en contact avec Guy Les Boutuyaux, notre ami canard, qui va lui vendre un Cécitec. Qui va lui vendre un Cécitec. Non, mais canard là-dessus, Très bon. il aura ma reconnaissance, je te raconterai après, mais sur le montage du Havre, il est venu en mode il m'a sauvé la vie. Vraiment, il est arrivé avec. Enfin, ça viendra après. Mais bref, donc il me dit ouais, l'idée en fait c'est de l'événementiel. On est ni plus ni moins comme la patinoire qui s'installe l'hiver dans les docks. Il cherche quelque chose pour dynamiser les docks Vauban. Il y a les bassins, il fait vas-y on monte un bipool quoi. Il me propose un truc alléchant, on travaille ensemble, en gros on monte une SAS, machin, et du coup je me retrouve à monter un spot où on touche une certaine somme par les docks Vauban. C'est là où je commence à mettre le pied à l'étrier aussi sur la gestion de projet, se rendre compte que c'est compliqué sur certaines choses parce que t'as les docks Vauban, après t'as le quai qui appartient à la mairie du Havre, après t'as le ponton qui appartient au port autonome, Ah oui. et puis tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, pour Ouais. tirer un câble électrique qui va se brancher dans les docks Vauban, enfin t'imagines, tu vois, tout ce qui est convention, découvrir aussi, je commence à mettre le pied à l'étrier avec ce qu'on appelle le politique, hein, au sens propre du terme, on est reçu par le maire du Havre, enfin se rendre compte qu'effectivement chaque projet, faut être capable de faire ouvrir des portes, donc Alex, lui, c'est lui qui me forme à ça, Alexandre Arnoux, et au management, enfin, il a été top. Il me fait monter une équipe de bras cassés. J'utilise mes jeunes de l'époque. Arthur Ansou, dont Ah j'ai oui. pas parlé pour le moment, mais Arthur, mon mini, mon Jones, voilà, qui est aussi BPGEPS, et à l'époque il l'était pas, hein, mais pour ceux qui ont connu Arthur Ansou, toi tu connais un petit peu, ouais, voilà. Donc ça il m'appelle papa, hein, c'est mon fils, hein, c'est mon, Spirituel, ouais. c'est C'est vrai que ça, on retrouve le style. ah ouais, ouais, bah oui, oui, donc Mini et son meilleur pote Frédéric David, pareil, enfin, ils sont à fond voilà, dans la ride et puis dans le voyage, dans machin. Enfin, c'est voilà, là je reviens en arrière, mais c'est des gamins que j'avais au club dans les années Ouais. 2000 en fait, Trop cool. et ils ont été trop jeunes. Ils ont vu des trucs trop tôt en fait. C'est que nous à l'époque on était à fond dans tout ce qui était la ride, la fête, le machin. Eux ils étaient très jeunes et ils ont bien baigné là-dedans et ils ont fait oh, on va faire ça. Et c'est notre meilleur produit, Arthur Ansou. Voilà, je l'embrasse. Voilà, et puis il était ouf. Franchement pour l'époque, là c'est pour ça me fait rire. Je suis avec les petits jeunes BPGEPS qui tous les 5 ans t'as des nouveaux BPGEPS qui sont dans le wakeboard depuis 3 ans et qui pensent connaître le game, mais Arthur à l'époque franchement, enfin au FIS, enfin bref, donc je recrute Arthur Ansou et Frédéric David
Cette première année, l'année d'après, j'aurai Mako Doudieng aussi, qui est un ancien de chez All Aventure. Il y avait tous les mecs des Hall qui squattaient, genre Hugues, Tomeré, enfin bref, toute cette bande-là, quoi. Mais donc on monte ce wake park, mais sur un format événementiel. En fait, c'est-à-dire que les Dogs Vauban nous subventionnent pour qu'on dynamise. Donc on sait qu'on a des thunes, quoi qu'il arrive. Donc nous on joue le jeu par contre vraiment barman, DJ, nocturne, essayer de faire des compètes, des petites compètes tout le temps, dynamiser le truc, c'est-à-dire que même s'il y a personne, limite offrir des sessions, Ok. rider à mort, et on est au milieu des Dogs Vauban, c'est-à-dire que ça pareil en termes d'appréhension de la pression pour les mecs qui aiment pas rider devant du monde, mais là c'est foutu en fait. Ouais. C'est-à-dire que t'as en permanence au moins 200 personnes qui te matent quand tu rides quoi. Faut retrouver encore les vidéos et là Wake Park, on a tous les mecs de la petite rade parce qu'il y a une grosse communauté de riders au Havre. Hein. Que ça soit, bon t'as un peu de surfeurs et puis t'as aussi les kiteux et les kiteux au Havre ils sont très wake style et déhookés donc Ça tombe bien. je récupère toute cette communauté là avec le bar de la petite rade où c'est je pense que pour payer Mini et Fred, j'avais directement le RIB de la petite rade. Carrément. Non, j'exagère. Mais voilà, donc vraiment des années de ouf là-bas, super, on monte le projet, ça se passe bien, on parle même de monter une deuxième ligne, enfin, ça se développe bien. Ça se développe bien. Projet quelque part déficitaire mais volontairement parce qu'on cherche pas à faire des thunes parce que les thunes on les a déjà en fait on est en événementiel mais quand tu dis événementiel ça veut dire que ça ouvre pas toute la saison? Si Okay. mais ça reste un projet événementiel c'est à dire que les Dogs Vauban cherchaient du monde pour dynamiser les bassins Okay. donc voilà il y avait une subvention toucher une subvention pour dynamiser et du coup, enfin voilà, ça cartonne, on est très content. C'est pas effectivement le spot le plus ouf parce que on s'est calé sur une diagonale dans les bassins des docks, donc quelque part en termes de mettre un téléski en diagonale, c'est pas la meilleure implantation, on n'a pas eu le choix, donc on perd énormément en distance de le mec en diagonale, donc au final il est rideable sur 110 mètres, je dirais, sans pas plus. Ça va. Ouais, mais c'est pas ouf non plus. Après, on a qu'un double spin, une flat bar, enfin, et puis un tube cannelé ghetto qu'on a fait nous-mêmes. Enfin, mais ça reste le premier spot urbain. La pub, elle tourne encore, elle existe encore sur les réseaux sociaux. Elle est terrible où les mecs arrivent en tram, quoi, tu vois. Et puis effectivement, j'ai des gars qui squattent le ponton, qui arrivent sur leur pause du midi, rider alors que c'est des citadins, quoi, tu vois. Des mecs qui arrivent en tram avec la board sous le bras, quoi. Stylé. Et ça, c'était top quand on a été le premier. Enfin non, on n'a pas été le premier spot urbain parce qu'à un moment, je fais une digression. Il y a eu celui du Fizz quand même, qui a eu un moment à Montpellier. Oui. Voilà. Donc avec le Fizz, on a été dans les premiers spots urbains. Mais donc on monte ça. Bah ouais, c'est Canard qui nous rencarte sur le Cecitech. Après, je suis un convaincu du. On peut citer des marques, c'est bon. Je suis un convaincu à l'époque du Bipouli Cecitech, que je trouve qu'il est une très bonne machine, qui est simple d'utilisation, qui est vraiment bien. On est dépendant des marais, donc ça c'est drôle. Oui. C'est-à-dire que quand ils font descendre le niveau du bassin, je me retrouve avec un pylône de Bipouli qui est plus à 6 mètres mais qui est à 12 ou 13, tu vois. Wow. Donc là c'est blocage. Et puis après, t'as le niveau qui monte. Donc là, ça jibbe parce que tu peux même jibber les pontons sur le bord. Enfin bref. Et les modules, tu fais comment pour les. Bah, les modules, en fait, on avait fait. Alors là, c'est là où Alex était intéressant parce qu'en tant que voileux, il nous avait fait tous un système avec des chaînes et des ancres. Où en fait, la chaîne coulissait et avec la marée, ça tendait le module. Et quand la marée descendait, en fait, il y avait son système de chaîne et avec une ancre au bout qui retombait et qui retendait en fait la chaîne et du coup le module restait au même endroit. Ah ouais. Et là, alors là, c'est de l'ingénierie de voileux. Hein. Franchement, c'est le mec, c'est ses compétences en voile qu'on fait que voilà. Donc en gros, malgré le marnage, t'avais les modules qui restaient en place. Ah ouais, cool. Faudrait que je te retrouve le dessin du truc. En fait, c'était avec une chaîne qui passait dans l'est et après qui passait dans. Enfin voilà, ça, le poids de la chaîne et de l'encre faisait que Ok, c'était pas un truc de ouf, mais c'était. ouais, et puis on avait tous les copains des halls qui venaient, enfin on avait, et puis bah voilà, moi c'était open bar pour tout le monde, quoi, tu vois. On avait à l'époque Maxime Mognard et puis toute la bande qui venait de l'Eripos, Pierrick Tanguy qui avait venu faire l'ouverture, enfin voilà, c'était nous, l'idée c'était de dynamiser le plan d'eau, en fait, c'était de faire venir. Alors on avait le Quicksilver en plus qui était à 20 mètres, donc on était en partenariat avec Quicksilver, enfin c'était ouf, c'était un petit spot mais c'était ouf. C'était dynamique, ouais. Ouais, carrément. Et fallait le démonter entièrement parce qu'il y avait la Transat Jacques Vabre en fin d'année.
Donc c'était un truc qu'il fallait être capable de démonter entièrement et foutre dans un conteneur. Ok. Donc ça pareil en mécanique, ça te fait un peu la main de monter entièrement et de démonter le téléski tous les ans. Pas pièce par pièce mais presque. Donc voilà. Oui, l'ouverture, tiens, petite dédicace à Canard. L'ouverture, quelques semaines, avant l'ouverture, je me fais planter par un fournisseur. Bon, où là, je tairai le nom parce que bon, il y a prescription, mais où le mec, j'avais mes boards, j'avais mes casques, j'avais mes combis, tout était prêt pour l'ouverture. Il y avait le maire du Havre, Edouard Philippe, qui devait venir. Enfin, ouverture en grande pompe avec la presse, les politiques. Et le fournisseur me dit non, j'ai un meilleur client qui a une galère, tout ton stock part chez lui. Donc pas content, il me fait comprendre que moi je suis qu'un petit bipool, donc il préfère prioriser. Ouais. Donc pas top. Je suis pas rancunier, mais 15 ans après, je l'attends toujours. Je lui ferai toujours pas de pub. Et là, Canard, quoi. Qui avait iWakeboard, machin. Oui. Je fais, mais, voilà, faut que tu me sauves, quoi. Et là, il me trouve des boards de partout. Donc j'ai de la slingshot, j'ai de la liquid, j'ai de la rentale, de la parentale. Enfin bref, il arrive avec le camion iWakeboard, il y avait les Olabaden dedans. Les mecs sont arrivés en 2 jours, mon livret du Mystique, du Soros, il y avait de tout. Mais bon, j'avais de quoi ouvrir ma saison, quoi. Okay. Donc super Canard qui arrive et qui sauve le truc, quoi. Parce que sinon c'était. Sinon t'avais un téléski sans. J'avais un téléski, j'avais des petits modules units sympa, j'avais le petit double spin, mais non, il n'y avait pas de. Aïe. Donc non, c'était. Voilà, on n'a pas pu. Ouais, super Canard à la rescousse. Donc, et ça a duré 2 ans, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Et en fait, avec Alex, on s'est retrouvés, il y a eu un changement de direction au Doc Vauban. Et la nouvelle direction a voulu casser la convention qu'on avait de 3 ans. Et du coup, on s'est retrouvés. Donc c'est ce qui était complètement débile, hein, de toi à moi, puisque les mecs devaient nous donner des thunes pour casser le truc. Ah oui, oui. Mais c'était quasiment ce qu'on recevait pour une année. Donc bon, alors les commerçants des Doc Vauban ont râlé, notamment chez Quicksilver qui était à 20 mètres, donc imagine, tu vois, mais vraiment 20 mètres. Hein. Ouais. Donc, ça leur faisait du passage. Bien sûr, nous on avait un partenariat avec eux, enfin c'était. Et puis ouais, ça leur faisait du passage, quoi. Enfin moi, les mecs, ils voulaient s'équiper. Ouais, bah ouais. T'as Quick à côté, quoi, ça marchait bien. Et puis le Quicksilver du Havre est ultra dynamique, c'est vraiment pas que de la SAP. Du technique. Ouais, ils sont assez techniques. Même maintenant, je crois qu'ils proposent même des cours de skate, de surf, de stand-up. Donc non, ça a toujours été un Quicksilver très très dynamique sur l'ingénierie sportive et sur la proposition d'activité. Donc moi, je me retrouve avec, Alex. On se retrouve avec en gros un téléski, des modules, du matos, mais plus de spot. Alex, il a son taf. Un peu de thune, du coup. Voilà, exactement. Mais sauf qu'Alex, il a son taf. Donc, moi, voilà. Il y a un téléski qui me fait du pied pour prendre la responsabilité du téléski, un full size. Et en fait, il me mène en bateau. Parce que bon, je te cache pas qu'à l'époque, trouver du taf c'était pas dur. Voilà, mon contour, pourquoi pas. Non, mais tu vois ce que je veux dire, je rigole, hein, et là, je tairai le nom du TK, quoi. Et en fait, tout ça pour que je leur fasse un plan de dynamisation. Tu vois, les mecs, en gros, ouais, on t'embauche, mais tu nous fais un plan de dynamisation du TK pour le relancer. C'était un vieux TK, machin. Okay. Mais franchement, en plus, c'était pas ouf comme plan, quoi. Tu vois, le mec, je me suis pas non plus. Enfin voilà. Et en fait, juste pour récupérer ce document-là, les mecs m'ont laissé miroiter, sauf que je me retrouve. Ils me mènent vraiment en bateau jusqu'en mars. Je commence à sentir venir le truc, mais je me dis, tu vois, là ça commence à puer la merde. Je suis fin février. Les mecs m'ont toujours pas. Tu sais, au début, ils me disent, ouais, on t'embauche en janvier. Et puis après, tu comprends, au niveau thune, allez, on te fait commencer ton contrat en février, puis en mars, et puis. Tu sais, ça commence à plus répondre au téléphone. Tu te dis, ouais, là, je pense que je suis en train de me faire baiser. Donc j'arrive, je déboule là-bas, et puis effectivement, je comprends qu'il n'était pas question d'embaucher une personne supplémentaire. C'est un téléski dans une base de loisirs, et eux ne veulent pas développer le TK. Ils veulent juste des idées. Sauf que un plan de dynamisation, si tu mets pas d'argent en face, ça sert à rien. Oui. Mais bref. Donc je me retrouve comme un con début mars.
début mars. Et là, je me dis, j'appelle un peu tout le monde. Et là, je vois que Domaine du Lieu-Dieu, donc Domaine du Lieu-Dieu, super spot. Mais Domaine du Lieu-Dieu, c'est un centre équestre qui est dirigé par la famille Maillard. Des gens Ça, c'est en quelle année, juste pour qu'on resitue un peu le. euh, Quoi, 2013? Ma fille est née en 2014, donc c'est 2015. 2015, ok. 2015. euh, et Donc ce spot dirigé par la famille Maya. voilà, et en fait, en gros, Charlie, le fils, eux c'est un centre équestre, en fait. Ils ont un très gros centre équestre, et des logements insolites, et des gîtes, et ils ont surtout un gros domaine. C'est la vallée de la Brelle, il y a des étangs, c'est magnifique. Je sais pas si tu connais, mais voilà quoi, c'est des beaux étangs picards, voilà, et, euh, et le fils, Charlie, qui fait un peu de WEC, a acheté un téléski pour développer un petit peu l'activité, mais ça vient vraiment ça a une semaine ou deux, tu vois. Et l'idée, c'était de proposer, on va dire, aux mecs des Cavalières de faire 2-3 allers-retours. Ils ont acheté une super machine, une Hypness, pour ceux qui connaissent. Qualité italienne, ça pareil, si tu veux te faire la main en mécanique, c'est pas mal. En gros, les mecs, je les appelle, je tombe sur Charlie, il me faut, ah, tu sais, on n'a pas prévu d'embaucher, c'est moi qui. Moi j'ai un BPGEPS, c'est moi qui pilote quand il y a besoin, mais vas-y, passe, on discute. Donc je passe, on discute, on devait boire un verre, on mange. On devait manger, on passe la journée, je remange le soir avec eux, et en gros, enfin, je conclus, je fais, bah écoutez, moi, je vous dynamise votre spot. On essaie de développer un wake park. Vous nous achetez le bipool. Ça fait partie du package. Vous nous rachetez le bipool, tout ça, tout le matos du Havre. On monte de ligne. Et on fait le bilan septembre-octobre. Voilà, voir ce qu'il en est. Je tente le coup comme ça. Et les mecs séduits. Et effectivement, je me retrouve avec eux à créer la base nautique du domaine du Lieu-Dieu dans la station Sport Nature. C'est super cool. On a un peu comme Joris fait maintenant au DAU, tu vois. Donc on marche au séjour hébergé, au coaching. Franchement, ça tourne bien. On propose ce qu'on appelle des plages animées, c'est-à-dire que tu peux privatiser tout le spot parce qu'on a des logements à 150 lits, donc pour des écoles de commerce, pour des machins. Ah ouais. En gros, tu fais le cours au sol à 100 personnes et puis après tu te mets un par ligne et t'en mets un au snack et au pédalo, paddle, machin, terrain de volley, gros Ouais, son, et puis. puis ceux qui veulent ils viennent, tu vois. Ouais, Et génial. ça, en termes de modèle économique, ça déboîte parce qu'au final, tu gères la journée à 3, même pas, ou même à 2, alors que les Ouais. mecs ils sont 200, tu vois. Ouais. Donc pour un pool, c'est ouf quoi. Et ça cartonne bien. On fait beaucoup d'événements. Enfin, franchement, super spot. Voilà, super spot, super la famille Maillard qui me donne cette opportunité-là. Très vite, ils m'impliquent un peu dans leur équipe de direction du site où je prends vraiment les rênes de cette partie-là et je fais un petit peu mes armes là, à manager les équipes sur le spot. Enfin, voilà, c'est là où je me retrouve avec un petit stagiaire. Tourisme, Hugo Delannoy, qui est maintenant le responsable de mon téléski, avec qui je bosse depuis quasiment 9 ans maintenant. Mais voilà, donc c'est cool. On a beaucoup de riders d'Amiens qui viennent, ça marche bien avec Amiens parce que nous, voilà, on s'échange pas mal de monde parce qu'il y a une bonne complémentarité entre les bipouillis et les full size. Les mecs, en gros, tu viens te faire coacher en bipouillis, puis après, enfin je dis pas que ça coache pas en full size, hein, c'est pas ça, hein. Mais enfin tu vois ce que je Ah veux oui, dire, bien sûr. c'est tu peux arriver avec une tricks en tête quoi, tu vois. Vas-y, aujourd'hui je veux bloquer quoi. Ouais, tu vas Vas-y. taffer sur le bipool et tu. Voilà quoi, je veux mettre ma tête en bas, je veux bloquer, voilà. Donc voilà. Donc domaine du Lieu-Dieu, franchement super. Voilà, c'était grosse expérience et puis super spot. On remonte le Cécitech, donc 2 lignes. Une qui marche, une qui marche moins bien. Non. Alors on peut dire que je pense que c'est sûrement après le Hypness qui a le mieux marché parce que Ah ouais? Mais alors, ah putain, on va faire des polémiques, c'est pas bien. Non, mais explique un peu, ouais, peut-être Mais la différence ma entre. vision du truc, c'est que je pense que c'est pas pour rien qu'un téléski coûte 40 000 et un autre 20 000. Je vulgarise, hein, c'est Ouais. pas les prix exacts, mais c'est qu'il y a quand même, voilà, Cécitech, le Rixen aussi, même si j'étais plus Cécitech, mais le Rixen était bien, hein, c'est pas le souci. Mais Hypness, c'est vraiment des mecs qui ont fait ça dans leur Oui. garage. Et, et je pense que les mecs qui ont acheté des Hypness, c'était pas des gars qui avaient des compétences en mécanique à la base. Hmm. Donc du coup, je me suis retrouvé d'être un peu
spécialiste Hypness parce que tous les mecs qui avaient acheté des Hypness m'appelaient Ah ouais. parce qu'ils étaient en galère. Et puis bah, alors le gros avantage sur cette machine, c'est que c'est qu'avec des pièces que tu commandes sur internet et que tu trouves en quincaillerie quoi. C'est les roulements, c'est de la cage en 210 que tu as sur des machines agricoles. Donc du coup bah j'avais réussi à le pimper, à le rendre bah voilà C'était un bipool do it yourself quoi. ouais c'est ça quoi, le machin ça vibrait comme une machine à laver, c'était un truc de ouf quoi, enfin tu vois Ok. alors c'était pas désagréable à piloter, par contre le système de télécommande même à rider c'était pas désagréable, mais en mécanique tu passais ta vie dedans en fait, tu vois, Voilà. voilà Aimé ça quoi. voilà Si t'aimes ça c'est cool. ouais, moi j'aime bien la mécanique, donc c'est cool, j'aime bien, mais ouais c'était mais après voilà quoi, moi j'avais trouvé des solutions. L'avantage de la vallée de la Brelle c'est que c'est une grosse vallée d'industrie. Tu te retrouves enfin enfin par exemple tu vois, bah, un jour j'ai l'arbre qui a pété, mais net quoi, l'arbre de la poulie qui pète tu vois, et pleine saison, c'est pas drôle, ça tombe toujours au 15 août ce genre de conneries, Ouais. enfin je sais pas si c'était le 15 août mais presque tu vois, et euh, et là j'appelle tout le monde en fait quoi, j'appelle Jeff, j'appelle Canard, j'appelle les Allemands, et je me retrouve avec un Allemand au téléphone, alors comment il s'appelle, merde, qui était chez Cecitech, donc pas Lars de Rixen, mais un autre, il y avait un Lars à Cecitech à l'époque aussi. Et le mec appelle un pote qui appelle. En fait, en gros, je passe Ouais. des coups de fil et je me trouve baladé dans toute l'Europe. Et là, je me retrouve avec un Tchèque au téléphone qui me fait le gars qui va te faire les meilleurs arbres, je te donne son numéro. Et en fait, c'était une usine à Ingeville, à 6 km de mon spot. C'est ouf ça. Donc un Allemand m'envoie vers un Tchèque qui me dit attends le taulier, le tout machin. Donc le mec il m'a fait un arbre inox, mais un truc, donc le truc a plus jamais pété, calibré comme il faut. Le gars c'est le goth de la ferronnerie et tout machin. Enfin pas de la ferronnerie mais parce que c'est de l'inox. Mais et le gars m'envoie à 6 km. Voilà. C'est dingue. Donc je me retrouve après avec cette boîte là qui m'a pimpé le téléski. Donc dès que j'avais besoin de faire des pièces, j'allais voir ces mecs là et en gros ce Hypness a fini je pense correct pour Ah un oui. Hypness. Hypness pimpé. Voilà, Pimp My Ride. Alors, j'ai Trop pas quoi, j'aurais dû construire un jacuzzi en haut et puis mettre des enceintes. bien. Ouais. Une fontaine de chocolat. Une fontaine de chocolat, exactement, avec Exhibit. Ok. Donc Le Havre, Doc Vauban. Ensuite Lieu-Dieu. Et alors ils existent. Lieu-Dieu ça existe encore? Non, ils n'ont. Alors après, il y a eu. Moi, quand je suis parti, c'est Benoît Billet qui travaille chez moi d'ailleurs, maintenant, qui est un ancien de Neulémine, mon bon Ben, le Big Ben, qui a pris la direction du truc. Ensuite, il y a eu Swan, qui est au East Wake Park maintenant. Voilà, que j'embrasse aussi, ça fait longtemps. Et après, je pense que c'est un peu tombé à l'eau. Ils sont partis dans des délires de plutôt huper un peu la clientèle avec vraiment sur toute la zone du téléski. Je crois qu'ils ont fait des logements insolites, mais des maisons flottantes plutôt haut de gamme, c'est avec des bains suédois, tout Ouais. machin. Enfin, donc ils sont partis dans un autre délire. Ok. Mais donc il n'y a plus malheureusement. Ils ont été revendus quelque part les machines? Tu sais? Oui, Où est-ce qu'elles sont? il y en a. Alors, Lightness, je sais pas où elle est. Et l'autre, elle est. Bon, je pense pas que ça soit un secret. Elle est chez notre ami Jeff Aubry au Divat Wake Park. Avec mes modules. Donc, mon téléski est chez Jeff. Finalement. Et il est toujours là. Finalement, il est retourné. Le bipouli Cecitech de 2013-2014 Trop bien. et chez Jeff. Et les docks, c'est possible un jour que ça rouvre? Ouais, alors on est très souvent, donc. Enfin, très souvent. Non, je m'enflamme. On est de temps en temps, quand même, assez régulièrement sollicité, et notamment Alexandre Arnoux, qui est toujours dans le coin du Havre, pour relancer le truc. Le problème, je pense que ça ne se fera pas parce que je pense que, je parle avec des réserves, hein, mais que les Doc Vauban veulent bien, mais ils voudraient que tous les acteurs du bassin mettent la main au panier. Tu vois, que Ah. ce soit Decathlon, les bains des docks, et je pense que ça, à réussir à mettre tout le monde autour d'une table pour conventionner ça, je pense Que les autres acteurs donnent de l'argent au Bipouli pour que. enfin, tu sais, que remonter le projet, mais à Ouais. l'époque, c'est vrai que bah, c'était que les docks qui nous Ouais. donnaient, et les docks, ils prennent une berge du bassin Vatine, mais c'est vrai qu'il y a d'autres. Mais un privé qui vient en disant voilà, c'est moi qui investis, machin. Pourquoi ça- pas? ça peut se faire. Si t'es privé et que tu entends ce message, Si tu. on Voilà. peut relancer le Wake Park des docks parce que c'était cool.
Bah, c'est vrai que c'est un spot quand même. Ah bah tu peux retrouver des vidéos, c'était enfin ça se vraiment stylé, retrouve, ouais. c'était Ouais. enfin comme je te dis, c'était ouais, c'était ouf, ça t'apprend en termes d'apprendre à gérer la pression. Là Puis même de tout- pro. Ouais, de tous pro. les mecs qui voulaient faire de la compète plus tard venaient rider chez moi Ouais, à ouais. l'époque parce que t'avais bah je te dis t'avais 200 personnes qui te mataient quoi. Ouais, c'est ça, pour la Avec Mako, visibilité du sport et le. on avait fait une démo pour la course de l'Amazon. En plus, ils étaient tous en rose. Et puis nous, c'était à l'époque de nos fameux maillots Ouais. roses de la WMT. Et le départ de la course de l'Amazon partait de devant le TK. Et ils étaient genre, je sais pas, 6000, tu vois. Donc on a raidé avec Mako Didier. On a fait une démo devant plus de 6000 personnes, quoi, tu vois. Ah, C'est- c'est ça. Pour la promotion du sport et la Bah c'est visibilité, ça quoi, tu énorme. vois, toi t'es là, tu te mets ta corde, t'as 6000 mecs qui sont au départ de course de Ah l'Amazon, ouais, c'est trop bien. et non c'était cool quoi. Ok. Enfin, 6000 selon la police, je pense. Je sais pas c'était Oui. combien selon les En tout cas, organisateurs. ceux qui écoutent, allez-y. S'il faut, il faut quoi. Et puis, ouais, et puis c'est vrai que Le Havre, c'est une super ville de sport et de sport d'eau. Enfin, voilà quoi, les mecs Ouais. là-bas, c'est vraiment une super ville, Le Havre, vraiment. On peut croire, voilà, de se dire les porte-conteneurs, les machins. Mais moi, j'ai kiffé parce que sur mon ponton, t'avais autant des gars des quartiers UP du Havre, Sainte-Adresse, machin, qui étaient. Oui, ça, c'est Sainte-Adresse sur les quartiers UP du Havre, avec les gars des quartiers. Et c'était super ambiance, quoi. Moi, je fais riser du Lascar à sacoche avec du mec qui avait le petit pull négligemment posé sur la chemisette, quoi. Ah, bien sûr. Et ça, c'était cool, quoi. Et les mecs, ça sent. Et franchement, Le Havre, pour ça, c'est une super ville parce que je trouve qu'il n'y a pas de clivage. Et ouais, Trop bien. c'était ouf. C'était ouf parce que t'avais vraiment. C'est très cosmopolite et c'est bien mélangé Le Havre dans le bon sens. Donc voilà. Big up à LH. Ok. Ils sont top. Et pourtant, je suis rouennais, hein. Normalement, c'est le derby, hein. On dit pas du bien du Havre. Ah Bien ouais. Dormant. Ah non, non, non. Non, super accueilli, la petite rade, enfin voilà. Et puis ouais, la communauté de kiteux là-bas, elle est top et très impliquée WEC parce que je te dis, c'est pas, on connaît la petite guéguerre WEC kite où on aimait bien taquiner les kiteux à dire que c'était facile de faire un relais quand t'accrochais un cerf-volant, et les faire chier avec ça, mais non, là les gars, ils sont en déhooké en fait. Donc je me suis retrouvé avec des types comme Leonardo, c'était un type qui faisait du haut niveau. Le gars, c'était comique hein, parce que le gars, il m'envoyait des Vulcanes et des S-Ben dans tous les sens et il avait peur de faire un 180 grammes sur le kicker, quoi. Ah ouais. Tu vois, le mec, premier blocage, ça se satellise parce qu'il est en déhooké toute la journée sur la plage. Et il t'envoie, ouais, c'est ça, il m'envoyait des Vulcanes, mais des trucs stratosphériques. Et j'ai mis 1 an à le faire monter sur un kicker, quoi. Ah ouais. À le faire graber un 180, quoi. Bon, après, une fois qu'il a compris, c'était parfait, mais Ouais. les mecs avaient peur d'aller sur un bout de plastique alors qu'ils montaient à des hauteurs pas croyables en blocage, quoi. C'est bon ça. Ok. Et donc ensuite l'IE ça dure combien de temps? Ça ça dure de 2015 à fin 2018. Ok. Ouais, c'est ça. Donc je te dis, ça se développe bien, on kiffe. Je forme des gars qui sont top, qui sont maintenant tous dans le WEC. Donc Hugo Delannoy, par exemple, Ouais. qui travaille toujours avec moi, bah, qui maintenant est dans le WEC depuis quand même pas mal d'années, qui intervient sur des formations, qui est devenu quand je l'ai connu, il savait pas ce que c'était qu'un cruciforme, et puis maintenant il te fait de la méca avec Chris Vodrich, Cable Doctor en anglais. Voilà, Donc, allez. donc non, non, super Hugo. Jules Telmar. Allez, c'est quoi, j'annonce l'info, et puis je l'appellerai, on coupera si c'est pas. Mais Jules Telmar qui va remonter un téléski nautique à 200 mètres du lieu Dieu. Oh. Un grand, Voilà, un petit, un grand, petit, deux petits. deux petits. Ouais. Donc je vais l'appeler quand même. Pour être sûr. Non, non, c'est sûr, mais savoir s'il veut que je diffuse l'info, Parce que ce serait cette année ou? c'est cette année. Ah. On est sur le dossier, voilà, il m'a un peu appelé pour qu'on monte Bon, le le temps que truc. ça sorte, peut-être que. Peut-être que le temps de se sort, mais je l'appellerai quand même. Mais voilà, donc Jules qui a bossé chez moi, qui a été un super opérateur et qui est quelqu'un de top, avec Charlie qui était un de mes wake skaters, et puis et Thibaut, un de mes riders de là-bas, qui était Qui montent leur projet. voilà, qui montent leur projet avec du snack, avec une espèce je crois, ça va être assez barré événementiel, guinguette et tout. Ça a l'air très sympa ce qu'ils veulent mettre en place. Voilà, je vais pas te spoiler le nom pour le moment du spot, mais ça se fait. C'est cool, je suis content.
parce que c'est un revival d'un de mes projets. Mais oui, c'est donc Oui, c'est moi je suis grâce à ouais toi, moi quoi. ouais moi ça me fait plaisir quoi. Et puis, je pense Stylé. que je vais aller le poncer le truc parce Ouais. que ça voilà, ça va me faire rider autre chose que mon spot Mhm. parce que c'est ça tes problèmes quand on travaille sur un spot, je sais pas si ça te enfin mais ça le fait à certains d'autres géants, mais moi c'est difficile de rider son spot en fait. Bah ouais. T'as du mal à déconnecter quoi. Je préfère rider les spots des autres que le mien, même si Mhm. je trouve que mon spot est sympa, mais là d'avoir un téléski dans la vallée de la Brelle qui rouvre sur quasiment le même plan d'eau. Stylé. Voilà, donc je spoil un peu. Donc Ok. Et alors, ensuite, après ça, que se passe-t-il? bah, après ça, que se passe-t-il Bac dans les bacs, lac de Caniel. En fait, la communauté de communes pour laquelle je travaille actuellement cherche un responsable de. En fait, le lac de Caniel appartient à la communauté de communes. C'était en délégation de service public pendant 12 ans. Ça n'a pas été top en termes de gestion. Et ils cherchent un directeur de base de loisirs. Et du coup, ça se fait. J'y vais. Le gap est un peu important quand même parce que je passe quand même d'un spot, même si ça franchement, on était un très très bon bipouli qui tournait beaucoup Mm. avec des pédalos, avec des activités annexes, avec pas mal de choses. Mais là, on passe le gap Ouais, base de loisirs et direction d'une base de loisirs. ouais, quand même. Donc, et puis moi, relever le challenge parce que franchement, le lac de Caniel, le téléski du lac de Caniel, c'est devenu le pire TK de France. Faut pas avoir honte de le dire. À ce moment-là. Ouais. Et moi, ça me fait mal au cœur parce que bah c'est voilà, c'est ma Madeleine de Proust quoi, c'est mon spot d'origine. À quel niveau tu veux dire le pire? Bah, il était à l'abandon Ouais. en termes de sécurité élémentaire et puis ils n'avaient pas passé en fait le gap de et ça c'était un choix qui est pas spécialement discutable hein, mais l'entreprise qui avait la gestion du téléski partait du principe qu'ils voulaient que ça soit juste un manège. Oui, oui. Voilà, on fait du kneeboard et alors ça c'est pas quelque chose que je discute parce que pourquoi pas en fait, Mm. pourquoi pas. Même si, bah, effectivement, quand tu as connu ce qu'a été le téléski du lac de Caniel, l'émulsion qu'il y a eu, le nombre de personnes qui après ont travaillé là-dedans et ont développé le WEC en France, bah, Canard, Alexandre Desbuissons, Nicolas Maresco, je les ai cités, Johan Bernier, enfin, on a eu tout le monde, enfin, beaucoup de monde et puis moi-même humblement là-dedans mais on venait enfin Caniel je pense ça fait partie des téléskis qui ont amorcé la pompe Mm. du wakeboard en France et de voir que le truc À l'abandon. Ouais. était à l'abandon donc le fait de faire que du kneeboard et pourquoi pas il y avait deux modules, trois modules qui se battaient en duel, une Ouais. pauvre flat bar et un double spin de bipouli Rixen ouvert en deux, Ouais. enfin truc à peine lesté. Et puis non, surtout c'était l'état de la machine qui était Ouais. catastrophique. Plus aucune norme élémentaire, voilà. Donc voilà, il fallait le remettre à flot. Et Assez intéressant finalement aussi sur le projet, quoi, de reconstruire le truc ouais. à zéro. Ouais, très sincèrement, oui. Il y avait deux options, soit on ferme un an et on le met à neuf, soit on phase. Ok. Voilà, et le choix a été pris de phaser, d'année après année. Pourquoi pas? Moi je trouve que c'est intéressant de phaser parce qu'aussi tu t'es pas on l'a vu avec certains spots hein, où quelque part des fois le rider on va pas dire est ingrat mais tu sais t'arrives tu sors bah TSN par exemple tout ça j'étais ouf quoi dans les débuts du TSN ça a été quand même un des premiers wake park avec full module de partout du Oui. full unit enfin Ouais, et c'est- moi au bout d'un an t'es sur le ponton t'es avec des jeunes qui ou même 2 ans qui ont pas spécialement voilà les mecs c'est pas Daniel Grande quoi tu vois et les gars ils font les blasés du spot quoi tu vois Ouais. t'es donc ça, c'est vrai que ça peut être le risque quand tu déballes le truc, tu vois, en mode enfant gâté, le cadeau il est trop beau, mais je m'en lasse vite Oui, alors que oui. je l'ai à peine exploité à 10%. Donc nous, on a phasé. Première année, ça a été de remettre en état la machine, la sécurité, quoi, la sécurité Ouais, déjà à la avant tout. base. Et puis après, tous les ans, j'ai acheté un peu de modules. Donc maintenant, on est arrivé avec un téléski. Alors, on n'a pas fait une rehausse de pylône pour le moment, mais on a quand même relevé un peu les cantélivés, et puis on a avancé le poste opérateur pour pouvoir réduire la taille des cordes. Donc ça reste un téléski ancien avec de grandes lignes droites, mais la tension est quand même meilleure parce que ça, pareil, ça me fait rire. On entend tout le temps les mecs qui parlent de la tension.
Enfin voilà, là je vais vraiment te sortir une phrase de old school quoi, Vas-y. mais Canard va te la sortir aussi. Voilà, enfin, nous ça bloquait, les mecs on a appris à bloquer sur des câbles de 8 mètres d'eau avec 21 mètres de corde, donc Ouais. arrêtez de me dire qu'il faut 12 mètres de câble et puis 16 mètres de corde, pas un blocage. Tu peux bloquer même derrière un bateau en fait, donc voilà, tu peux faire un rail bloqué derrière un bateau. Donc voilà, on C'est va dit, s'arrêter là c'est sur ce dit. débat. Je pense que tu l'as déjà eu avec d'autres, hein. Mais donc on a quand même fait en sorte que la tension soit meilleure et puis des modules là on est à 17 modules. Ah ouais. Ouais, mais après 17 modules, il y a 17 modules et 17 modules. Tu vois ce que je veux dire? Moi je suis quelqu'un qui aime bien acheter du médium et je fais du hacking en fait. C'est-à-dire que là, ce qui va être l'équivalent de mon plus gros module, effectivement, c'est une grosse funbox, c'est un frame funbox de chez Wake Pro, mais où j'ai mis un autre kicker, on a recalé une autre barre à côté, et j'ai pas mal de modules unit comme des ledge, des banks, des waves, et puis Hugo, Ben, et puis Brenda, dès qu'ils ont du temps libre, moi ce que je dis, c'est que vous me repipez le spot, quoi. Donc ça bouge tout le temps, j'aime bien. Ouais, trop bien. Voilà, c'est-à-dire que tu fais du hacking avec 3 modules, t'en fais un. Ça, c'est un patron stylé, ça. Mais ça, moi, j'aime bien. Ah, bah, ouais. Ah, tu trouves? Mais ouais, non, mais oui. Après, et justement, c'est aussi comme ça que tu crées pas la monotonie. Mm. C'est parce que le gros module, ça, c'est mon point de vue, hein, même si je pense qu'un jour, si j'ai le budget, j'en mettrai un. Je mettrai un gros signature series parce que c'est bien d'en avoir un, c'est pas le problème. Mais au final, combien de personnes sont complètement capables de l'exploiter? Mm. Ouais. Tu vois? Ouais, c'est C'est pas donc là le hacking moi j'aime bien quoi voilà tu mets le uprail le long du tube tu fais où tu mets le tube à l'envers pour faire une sortie enfin voilà pour ceux qui connaissent maintenant Caniel Hugo et Ben enfin et puis Brenda c'est des débiles quoi ils sont géniaux pour ça quoi des fois il a plu je reviens moi j'étais 2 jours en repos je reviens le spot enfin, regarde on a mis le chain à l'edge et puis derrière on a mis la wave et puis regarde après on reprend sur le bar. Alors Ben faut le calmer parce qu'il est capable de te mettre tous les modules au même endroit. Mais voilà, c'est cool. C'est cool. Donc, ouais, ils donc sont voilà, libres on a et- cette dynamique-là. Il a fallu recréer aussi une vraie vie de rider sur le câble. Ouais. Parce que nos forfaits saison, en fait, c'était... ouais, c'est pas méchant, ils me connaissent, je leur ai déjà dit, hein, mais c'était pas des riders, c'était une MJC en fait. Mm. C'était les gens du coin qui prenaient un forfait saison pour que leur gamin, parce qu'il était vraiment un prix dérisoire, et on Ouais. continue à avoir un prix dérisoire sur le forfait saison. C'est la politique de territoire de la Comcom, ils veulent que le forfait saison, et ils ont raison de soit pas cher pour que ça soit quand même pour les gens du territoire. Vas-y, donne-nous le chiffre pour qu'on ait. Forfait saison, il est autour de 450 euros. Ouah, Mais licence obligatoire. En plus. Donc voilà. ouais, ça fait moins de 500 balles, quoi, quand même. C'est beau. Voilà. Ouvert du 30 mars au 3 novembre. Samedi, dimanche, mercredi, mardi soir, vendredi soir toute l'année. Plus tous les jours pendant les vacances. Enfin, ou tous les jours à partir de mi-juin. C'est beau. Voilà. Avec des stages. Venez au stage. C'est bien la Normandie. Venez faire des stages en Normandie. Et des petits logements aussi sur le. la base. Ouais, alors ça nous appartient pas, mais il y a des petits logements à côté. Et puis bon bah c'est touristique, hein, c'est la Côte d'Albâtre, c'est Etretat, c'est voilà. Mhm. Il y a Xavier Garni vient tous les week-ends. I wish. Ouais, c'est ça. Ouais. Bientôt, bientôt. Non, non, donc voilà, redynamiser le truc. Et puis bon, moi j'ai une vraie volonté et mon équipe que ça soit du coaching, que tout le monde. Et quand je dis du coaching, c'est autant, effectivement, même si le terme m'énerve, mais du coaching de gilet rouge que Oui. tout le monde doit être coaché. Voilà. Ça, c'est mon point de vue. J'ai un accès au ponton limité, même sur l'été, à pas plus de. Donc, on a rajouté un accrocheur aussi. Mhm. Voilà. Maintenant, on est à 10 accrocheurs. Euh, et on n'a pas plus de 27 personnes par heure parce que je veux que tout le monde puisse être. Peut-être qu'on perd un peu d'argent sur juillet août, mais on fidélise. Ouais. Et Hugo, Ben et Brenda, enfin, on a des très bons retours parce que les gens sont. Voilà. Et l'avantage dans une collectivité territoriale aussi, c'est que on travaille sur le scolaire. J'ai une convention avec l'éducation nationale, avec les classes de CM1, CM2. On a 7 classes à l'année de CM1, CM2. Donc ça, c'est top. Ouais, c'est énorme. C'est cool. Et puis tous les ALSH du territoire, les accueils collectifs de mineurs et tout. Donc voilà, donc Caniel et en responsabilité. Après, j'ai pris aussi la responsabilité du service des sports de la collectivité.
Donc ça, pareil, c'est d'autres horizons, c'est travailler sur le sport en général. Euh, et voilà. Voilà pour Alors, le monologue d'1 heure et demie. mais au début, t'étais juste responsable de la base, Ouais, et maintenant, t'es responsable du service des sports et de la base de loisirs. et de la base. Oui. Voilà, des deux. Donc, C'est devenu un seul et même service. ok. Donc le D'accord, service ouais. des sports, on a des éducateurs sportifs à l'année qui interviennent dans les écoles, on fait de l'escalade, du char à voile, on a plusieurs bases de voile sur le littoral. Enfin, voilà, on est dimensionné sur toute la communauté de communes, sur les 63 communes. On intervient dans les communes, on intervient dans les écoles, on intervient dans les centres. Voilà, donc ça c'est super cool, pareil. Et puis je pense que ça me permet de ne pas me blaser du ski nautique et du wakeboard parce Mm. que mais je me garde l'encadrement, je me garde les créneaux club, par exemple. Ah, Ah ouais, ouais, ouais. Je continue à coacher. Mais voilà, c'est dérisoire par rapport au temps maintenant que me prend mon travail, mais c'est cool. cool. Et tu parles des scolaires, est-ce que tu arrives justement à... C'est quoi ta vision pour convertir un peu tous les scolaires qui passent en futurs riders de compète ou en petits champions, ou au moins les fidéliser? Bah alors déjà voilà, ça passe par la fidélisation, donc c'est faire comprendre que c'est accessible. Déjà, tout simplement. Le wakeboard, on l'a vu évoluer hein, depuis 92, et c'est quand même maintenant ce n'est plus qu'un sport à l'engagement. C'est-à-dire que t'as une vraie... Alors ça, c'est aussi le boulot des éducateurs sportifs, mais t'as une vraie phase de progression en douceur. C'est-à-dire que nous, effectivement, à l'époque, tu savais faire un tour, tu savais faire un 3-6 glissé, un saut hein, et pas un ollie, parce qu'on a appris après à faire des ollies. C'était on appelait ça l'hélicoptère. Tu prenais full speed, coup de prise de carte cinglé, tu sautais ça et tu faisais un 3-6 et si tu te boitais, c'était le tympan. Et une fois que Ouais. tu savais faire ça, au final, bah fallait attaquer les blocages. C'était Riley, backroll et front. Donc quelque part, t'avais un gap en termes de progression. C'était pas du tout progressif quoi. Et c'est pour ça que soit t'en faisais en loisir, soit si t'avais passé le cap, soit de la peur, soit de l'appréhension, ça voilà, et là tu devenais un wakeboarder. Mais le tri, il était énorme. Ouais. Enfin, t'as connu ça, hein, tu vois, c'est euh, pour euh, un mec qui a fini par apprendre à bloquer, justement, t'en as combien qui ont eu peur, qui se sont fait mal, qui n'ont pas osé et qui au final n'ont jamais passé le gap. Là maintenant, on a une vraie approche pédagogique avec effectivement, donc moi je garde le kneeboard, mais le kneeboard ça doit être un outil péda pour effectivement isoler les différentes habiletés motrices. C'est-à-dire que le kneeboard ça t'apprend l'appréhension du parcours, ça t'apprend sans trop t'embêter avec l'équilibre, hein, comme dirait mon bon vieux Ben, allonge-toi par terre et essaye de tomber. Bah, voilà. Là, ça t'apprend à ça. Après, moi, je fais quand même passer par le biski parce que ça t'apprend à te lever progressivement, puis à pousser sur tes jambes. Et ensuite, tu t'arrives sur le wakeboard. Mais les anciens éléments deviennent que des outils pédagogiques, en fait. Et on travaille et on amène progressivement à ça. Et je pense que c'est ça la clé, quoi. C'est d'y aller progressivement et montrer que c'est un sport, comme dans n'importe quel sport, faut des gammes. Voilà. Comme je te dis, je viens des sports de combat et des arts martiaux. T'as les ceintures, chaque ceinture correspond à des katas pour les arts martiaux traditionnels. Et c'est un petit peu comme ça, je pense qu'il faut orienter, montrer. Ça casse peut-être un petit peu le côté sport de freestyle, mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est qu'il faut qu'il y ait des gammes. Enfin, puis surtout toi, je pense que tu es d'accord avec moi parce que tu es quelqu'un qui est très carré dans ta façon de rider et de ta façon de coacher. Mais tu dois apprendre à marcher avant de courir et puis à courir avant de sauter. Enfin, c'est et avoir une phase de progression comme ça en douceur, un peu comme et l'engagement va venir en fait. Tu vas même pas te rendre compte que tu Mm. engages parce qu'en fait c'est progressif. Tu prends ton premier kicker, au début tu le subis, tu passes à un bras, pas de coupe, pas de saut, et puis après tu rajoutes une petite poussée sur les jambes, un peu de vitesse, tu montes tes genoux pour grabber, tu lâches une main pour switcher, enfin, et ça va venir. Et en fait, l'engagement, tu vas même pas te rendre compte que tu Mm. engages. Et justement, la sacralisation du blocage, elle est plus là. Parce que nous, on nous apprenait à bloquer trop tôt. Ouais. On n'était pas prêt, en fait, techniquement. Que là, quelqu'un qui sait faire du switch, qui sait rentrer en street, qui commence à avoir ses gammes en spin, une ou deux têtes en bas sur un kicker, machin, tu peux l'envoyer plus progressivement vers le blocage. Et au final, on apprend. C'est pas que les mecs. Enfin, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus facile d'apprendre à quelqu'un à bloquer parce qu'on commence on est formé, enfin les éducateurs sportifs sont formés, et ils vont pas t'envoyer au charbon. C'est que si on pense qu'on peut te faire bloquer, c'est que ça y est, en fait, t'es Ouais. prêt. Et c'est vrai qu'on voit moins de blessures, Mm.
Bon, il y en a toujours, hein, toujours Il y en des a belles qui toujours. refontent, hein. Bien sûr. Mais, mais je pense que c'est comme ça qu'on va, qu'on fidélise, et step by step, sans être dans la surprotection, mais voilà, t'as passé telle étape. C'est pour ça, hein, au niveau fédéral, pour moi, il y a eu des choses qui ont été intéressantes, et je pense que toi, t'as fait partie des mecs qui ont travaillé là-dessus. Il est peut-être perfectible, mais t'as le livret. Avec les niveaux, tu vois, ça c'est des outils qui peuvent être intéressants, peut-être perfectibles, certainement, peut-être qu'il faut le retravailler, mais ou je sais pas, hein, mais je trouve que l'idée est bonne, Mm. tu vois, comme pour les ceintures. Et en Occident, on a largement besoin de ça, hein. Faut savoir que les ceintures en arts martiaux, ça existe depuis qu'on a importé les arts martiaux en Occident. Au Japon, t'étais blanc ou noir, parce que en Asie, ils n'ont pas cette vision-là, mais nous, on a besoin de codifier, de structurer le truc pour avoir des étapes, voilà, une causalité. Maintenant, je veux être tel niveau, je dois apprendre à faire ça. Je pense que ça passe par des suivis pédas comme ça. Enfin, c'est mon point de vue. Tu dis qu'en arts martiaux en Asie, il n'y a pas de. Genre, il n'y a pas de ceinture. C'est venu tard les ceintures. En fait, les Ok. ceintures, c'est venu avec l'importation des arts martiaux en Occident. Ah ouais. Ouais, ouais. Et t'as encore des arts martiaux où tu peux être que blanc ou noir. Par exemple, les arts martiaux vietnamiens. T'es blanc ou noir, il n'y a pas de. Noir, ça veut juste dire que t'as tes gammes en fait. Ok. C'est juste ça, ça veut dire que t'as ton solfège. Hmm. Ah, c'est intéressant. Peut-être que ça pourrait être aussi reproductible en Wake. Genre, t'as ton solfège du Wake, t'as Bah ouais, toutes c'est les ça. bases. Mais après, je pense que très sincèrement, les gens aiment les passages de grade. Enfin, moi, pour continuer à enseigner dans les sports de combat, par exemple, moi je suis dans le MMA hein, depuis 20 ans maintenant, mais en gardant une approche très martiale du MMA, voilà, avec des. Et même en MMA. Où normalement il n'y a pas spécialement de grade, mais là on y vient parce que le MMA maintenant a une fédération délégataire, donc on fait des passages de grade, mais là on commence aussi à développer des ceintures aussi parce que les gens en ont besoin. Pour, en fait, pour avoir un schéma en fait, de se dire bah voilà, la jaune ça veut dire que je sais faire ça, la orange ça veut dire que je sais faire ça, voilà une phase de progression identifiée et pour chaque palier t'as un niveau à avoir et des choses, des acquis, voilà, une validation d'acquis tout simplement. Hmm. Carrément. Je Bah, suis c'est- pas un gros fan des ceintures, mais je trouve que je pense que les gens en ont besoin. ouais. Bah, c'est vrai que c'est plus ludique. C'est quand même plus fun de passer des niveaux comme comme Et dans un jeu c'est vidéo. comme ça que tu fidélises pour revenir aux gamins. Ouais, Moi, c'est pour ça. avoir des gamins, et c'est comme ça que moi je me suis fait avoir aussi, je pense, hein. C'est que moi je pratique depuis que j'ai 5 ans. Et c'est vrai qu'il y a vraiment un gros problème maintenant dans la pratique sportive, mais en général et en wakeboard en particulier, c'est que c'est un vrai consumérisme en fait. Les gens, c'est du clientélisme, pardon. C'est vraiment. Ils ont beaucoup de mal à la régularité. Et moi je le vois dans les dojos, mais on le voit aussi sur les parcs, hein. C'est que pour progresser, faut être régulier. Ouais. Et ça, chez les enfants, les ceintures, ça aide. Ouais. Moi, je vois gamin, j'ai tout le temps eu envie d'arrêter. Et puis bah moi, mon paternel, il me disait non, j'ai payé, tu finis l'année. Et on en reparle. Sauf qu'à la fin de l'année, t'as quoi? T'as le passage de ceinture. Et là, t'as plus la même couleur autour de la taille. Et là, t'es content. Donc Ah du oui. coup, tu re-signes en septembre. Eh oui, oui. Et moi, je vois mes deux mômes, ils sont au judo. Et tous les ans, c'est pareil. Ah non, papa, j'en ai marre du judo, machin et tout ça. Puis là, la ceinture, elle approche. Et là, ma fille, elle est à balle. Et puis, bah, elle va re-signer en septembre. C'est comme ça que je vais la voir et qu'elle va aller jusque, j'espère, la noire, tu vois. Donc, je pense que, tu vois, en wake, faut qu'on puisse imaginer ce genre d'outils dans les clubs, et dans les structures privées. Et ça passe par le coaching et ça passe par des étapes identifiées, en fait, de progression, quoi. Mais c'est vrai que j'avais jamais pensé au truc de passer ton niveau en fin de saison, par exemple, ce serait cool. Ah ouais, Je nous, dis, les passages en de octobre, grade. tu passes Mais ton il y a palo, quoi. il y a eu des choses qui ont été mises en place à la Fédé. Je pense que toi, tu as travaillé là-dessus à l'époque. Mais c'était pas con l'idée. Ça a jamais été abouti. Mais il y avait des gros stickers avec la couleur du palo que tu pouvais coller à la board. Tu vois. Et ça, l'idée. Voilà, l'idée était très intéressante. Et ça, moi, je trouve que pourquoi pas, parce que c'est vrai que les gamins ont besoin de ça. Ouais. C'est pas de l'ego, mais c'est des mômes en fait. Et les mômes, ils ont besoin Ouais. de dire, enfin on le voit, et même pas que les mômes en fait, c'est que t'as besoin de t'identifier avec ton niveau. Moi je le vois, je cadre les BPGEPS, là on est, les mecs, ils sont là pour être éducateurs sportifs, ils te sortent leur tricklist, alors que non, c'est pas ça être éducateur sportif. Mais c'est comme ça qu'ils vont un petit peu se faire leur petit concours de zizi, à savoir qui met un S-Ben blind ou pas. Tu vois, t'as Ah, mais besoin de pouvoir, surtout peut-être dans notre sport, pour être un peu dans le wakeboard, je pense que les gens aiment bien
savoir que Ah oui, ça permet vraiment d'identifier. voilà. Ah, il a son palo marron. Putain, Ouais. ah, il a palo marron. Je sais pas à quoi ça correspond, mais tu vois ce que je veux dire, tu Ouais, vois. ouais. Et je trouve, moi, cette idée, je l'ai trouvée vachement intéressante. Tu vois, je pense que ça a le mérite À pousser. d'être Effectivement. développé, tu vois. Et après, rien ne t'empêche de faire aussi ton propre passage. Moi, je parle à mes collègues BPGEPS ou gérants de structure. Tu peux aussi faire ta formation interne, Oui. tu vois, au même titre que nous, les profs d'arts martiaux, on a le droit de faire passer les ceintures de couleur, les Q. Euh, c'est à notre appréciation. La ceinture noire, c'est comme un diplôme, c'est un peu comme un diplôme d'État. Ça se passe devant un jury, c'est déclaré et tout. Mais les autres, enfin moi, en tant que prof d'arts martiaux, demain, j'ai envie de te donner une ceinture orange, j'ai le droit en fait. Mm. Tu vois, et j'ai le droit de, enfin, ce serait débile. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est un petit peu mon passage de grade. J'ai un référentiel quand même de à quoi correspond une ceinture orange, mais c'est aussi, j'ai le droit un peu de l'orienter comme je veux. Donc pourquoi pas faire ça sans que ça soit le livret fédéral, sans que ça soit, mais faire ça à l'échelle de ton spot, de ton asso, de ton. Ça peut être une idée. Grave. Et tu dis que tu continues à pratiquer les sports de combat et à enseigner notamment aussi. Quel autre lien tu fais entre les sports de combat et le wakeboard? Lien, comment c'est-à-dire sur le. Bah, sur notamment ce que tu enseignes un petit peu, j'ai cru comprendre en formation sur. Bah, Alors après, ouais, c'est rigolo, tu trouves des transversalités, effectivement, mais moi j'aime bien le chercher, bah, par exemple, l'armement de la hanche. Si tu veux envoyer un spin, t'armes ta hanche. Bah, si tu veux envoyer un gros low kick, t'armes ta hanche. Le regard, voilà, tu veux envoyer. Enfin voilà, moi j'ai fait beaucoup de boxe taille, donc on a les coups de coude retournés. Un 3-6 back, c'est un coup de coude retourné de boxe taille, tu vois. Enfin, alors là, vas-y, développe un peu parce que c'est vrai que quand tu connais pas. ah bah là, faudrait, c'est dommage, on est dans la salle, faudrait que je te montre sur des PAO, mais t'as une transversalité dans tous les sports, l'équilibre aussi. Alors là, par exemple, bah, la position qu'on a sur un wake, axe épaule en cheville, rentrer les fesses, c'est la position que t'as en combat. C'est une position que tu vas retrouver en karaté, ça s'appelle le kibadachi, en kung fu c'est le mapu, ça s'appelle la position du cavalier. Si t'as besoin d'équilibre, tous les sports où t'as besoin d'équilibre, t'as besoin de cette position-là. D'accord. Tu vois, donc là la transversalité, nous on a besoin de tenir sur nos jambes. Tu vois, t'es pas jambes raides, épaules en avant, parce que sinon tu te fais balayer, t'es mort, ou tu prends un coup de poing dans le ventre, tu dégueules, parce que t'as pas de gainage abdominal si t'as pas assez de bonne position. Donc nous, tout ce qui est triangle sur rotation, enfin tous ces trucs-là, tu le retrouves en wake, tu le retrouves dans les arts martiaux et les sports d'équilibre. Je sais que toi t'aimes bien le dada, bah c'est la position du cavalier. Le Ouais. kibadachi, le mapu en kung fu, ça veut dire le cavalier en fait. Et c'est la position que t'as sur ton wake en fait. Tu rentres les fesses, tu bombes le torse, les genoux descendent vers les orteils, voilà. Rien que la position, sans aller par exemple sur les spins. Tout à l'heure je disais, mais voilà, armement de la hanche, à l'époque avec Arthur Ansou justement, quand il commençait à bien spinner, où nous on avait une approche du 3-6 avec notre coupe progressive mais très agressive, où on faisait des spins mais très lents avec beaucoup de hauteur. Quand il a fallu tourner plus vite, ben, on a remarqué que comme pour donner un kick, si tu armes ta hanche en sens inverse, si tu amorces ta hanche, tu vas tourner plus vite en spin. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Je pense Ah que ouais. tu connais cet Ben, j'essaie. armement. Ouais, ouais. Voilà, tac, ici, pour taper avec ta jambe, c'est un peu la même chose. Ok. Ou même en boxe anglaise, envoyer un coup de poing, c'est un armement de hanche. Regarde les préparations physiques de Mike Tyson à l'époque, ça doit être de la boxe anglaise, mais que des coups de poing, il travaille que sa hanche. Voilà. Ok. Et le regard. Donc pour être meilleur en wakeboard, il faut aller un peu en salle d'arts martiaux, quoi. Ah, ça je sais pas, mais Mais ça aide. je me suis j'ai jamais prétendu être très bon au wakeboard, donc Non, mais c'est ça, marrant en tout cas non, de ça, voir les liens, c'est ça intéressant. peut, ouais, il y a des liens. Après, effectivement, pareil, bah, je pense que l'engagement, moi ça me faisait rire à l'époque où je combattais encore pas mal. Bah, Mini, Arthur Ansou qui me disait mais putain, t'es un malade de te mettre des coups sur la gueule. Et puis à côté de ça, lui il se mettait des carfontes atomiques, Ouais, des ouais. carbacs. Je fais mais les gars, mais moi je préfère prendre 100 fois prendre un cross, enfin un direct du gauche pleine tête avec Peut-être un gant que me bouffer une carfonte full speed. Enfin voilà, Ouais, c'est peut-être moins violent, ouais. Ouais, ouais. bah bien sûr, très sincèrement, je Mm. pense. Moi j'ai pris plus de KO en wakeboard qu'en boxe. C'est C'est, vrai, c'est vrai. bah bien sûr. Ah oui oui, non, moi je suis quelqu'un qui a besoin d'aller fort en wake pour apprendre. Ça a toujours été mon problème. C'est Ouais, fort, si ça. tu demanderas à Hugo ou à Mini, moi j'aime bien flotter. Je suis quelqu'un
Voilà, j'ai toujours eu plus d'engagement que de technique, tu vois. Je suis un flotteur. Ça a toujours été mon problème, quoi. Dès que justement, même encore maintenant, quand Hugo et Ben ils font des trucs débiles, des transferts, là, comme je te dis, en hacking, et à chaque fois ils arrivent encore à me baiser, j'ai 40 ans, je joue monsieur le directeur, mais non. Genre, tiens, regarde, on a fait ça en transfert et tout. Ah, je pars, je m'atomise. Eux, ils osent pas y aller derrière, du coup. Là, le dernier transfert qu'a fait Ben, c'est lui qui l'a fait, il l'a même pas pris parce que moi je l'ai pris avec la tronche, tu vois. Enfin, tu demanderas à Damien, première fois que je joue au Westwick Park sur le voleur, pareil, je l'ai pris entièrement avec ma gueule. Non, c'est pas un voleur qu'il a, mais si. Si, Oui, c'est ça, ouais, ça. Ouais, bref, non, voilà, moi j'aime bien. Mais ouais, non, pour revenir à ça, l'engagement, enfin voilà, respect hein, les wakeboarders, mais parce que ça fait plus mal de s'atomiser sur une grosse carbac que de prendre un direct avec un gant. Hein. Ok. Donc maintenant, tu es en poste effectivement à la communauté de communes de la Côte d'Albâtre. Oui. Et tu gères notamment quand même encore le téléski de ton enfance. Et en plus de ça, donc tu interviens en tant que formateur à Nautisme en Île-de-France, qui est un centre de formation pour les BPGEPS, ski Oui. nautique et wake. Et du coup, ça, est-ce que tu veux en parler un petit peu? Quelle approche, quelle vision tu as du... Bah, Il y a besoin de former parce que c'est oui, clair qu'on cherche encore des moniteurs. Il y a besoin de former. Je sais que donc je suis aussi au syndicat des gérants et je sais qu'on a souvent un débat sur est-ce que le téléski nautique est un sport et doit être réglementé comme une APS. De toute manière, oui, parce que qui nous contrôle? C'est la Dragesse qui nous contrôle. Donc même s'il y a débat, c'est pas mon opinion, c'est comme ça que fonctionne le sport en France et on est une APS. Voilà, un établissement d'activité physique et sportive. C'est comme ça. Je sais que certains aimeraient qu'on sorte un petit peu de ce giron-là. Je sais pas comment on pourrait y arriver, mais factuellement, maintenant, c'est ça. Voilà, on est là, enfin pas maintenant, c'est comme ça. Et un contrôleur jeunesse et sport, pour lui, voilà, il n'y a pas de, enfin voilà, on a tous été contrôlés sur nos spots. C'est qui nous contrôle? C'est la Dragesse, c'est la répression des fraudes. Donc voilà, et c'est pour ça qu'on se doit d'avoir du personnel formé, parce que d'une, c'est la loi. Pareil, il y a sûrement peut-être débat sur le contenu de formation, mais c'est un peu comme mon engagement à la Fédé, si tu veux qu'on y revienne après, mais s'il n'y a rien de pire que la politique de la chaise vide, en fait, c'est qu'on nous propose, là, on m'a proposé de m'investir pour que moi, je propose ma vision du truc dans le contenu. Bah, faut y aller, en fait. C'est effectivement, c'est pas se sentir investi d'une mission, mais faut les former parce que on peut râler tant qu'on veut à dire que les mecs ont pas reçu la bonne formation machin, mais si on s'y investit pas, on n'y va pas, bah, Ouais. c'est de notre faute quelque part. Carrément. Donc moi je sais que toi t'interviens et puis je pense qu'on partage les mêmes convictions. Bah, si quelque part après les mecs sont pas compétents et sont mal formés, bah au moins on a pu... Bah ce ouais. sera de notre faute. Ouais, carrément. Voilà, C'est vrai. et puis il y a des très bons centres, hein. Nous on est à Nautisme, mais t'as Denis à Planète Ski qui fait aussi un boulot super. Moi j'ai la plupart de mes BP qui viennent de chez lui, enfin parce que on est des éducateurs sportifs et parce que ni plus ni moins on nous confie des gens et des gamins et c'est tout et que la base de notre métier, c'est sécurité, sécurité, sécurité. C'est que j'ai même pas attendu d'être papa avant de me savoir, voilà. Mais voilà, on nous confie des gens, on a la responsable. Donc il faut être formé, il faut connaître la réglementation, il faut connaître la pédagogie. Effectivement, c'est fini l'entraînement qu'à la paire de couilles, à dire vas-y, tu sors tes balls et t'y vas. Bah non, c'est pas comme ça qu'on coach un gamin. Et c'est pas comme ça, effectivement, pour revenir au débat de tout à l'heure, qu'on va pouvoir se démocratiser Ouais, c'est ça outrance. surtout. Donc on se doit d'être formé et de connaître, on se doit de connaître la loi aussi. Et je pense que c'est aussi ça le problème des fois sur sur certains spots. Il faut, la loi est comme ça. Il y a débat. Est-ce que c'est juste? C'est pas à moi qui va le décider, mais on doit répondre à une certaine réglementation. On a un devoir d'honorabilité, un devoir de qualification, un devoir de, enfin voilà. Et on est là pour leur apprendre. Bah, effectivement, maintenant de par mon cursus, travailler dans un service des sports, dans une collectivité territoriale, je suis devenu un peu le monsieur réglementation. Je donne pas, genre je me garde pas mal de coaching à la format, mais effectivement j'ai les cours de réglementation. Je me fais des fois un petit peu reprendre par des collègues du syndicat parce que me dit ouais tu t'en as fait des syndicalistes de tes BPGEPS parce que les mecs quand ils retournent après sur les structures bah, ils connaissent les conventions collectives, Ouais. ils connaissent le document unique d'évaluation des risques, est-ce qu'ils doivent être formés, est-ce qu'ils doivent avoir une habilitation travail hauteur, est-ce que tout ça bah,
Là, je suis un peu l'emmerdeur de service parce que je rappelle quels sont les faits. Après, chacun, une fois que tu connais, tu prends tes responsabilités. Chacun fait, parce qu'effectivement, la réglementation aussi, faut pas être un ayatollah. Quand tu la connais, tu peux aussi. L'avantage de connaître ta réglementation, c'est aussi de dire, là, je sais que je déroge peut-être légèrement à la règle, mais je le fais en mon âme et conscience et je le fais en responsabilité, en fait, tu vois. Quand je dis déroger à la règle, c'est tu sais jusqu'où tu peux aller, en tout cas. Exactement. Voilà, c'est ça. Ok. Et du coup, tu as aussi parlé de tes 2 autres casquettes au syndicat national des téléskis nautiques et à la fédération. Par lequel tu veux commencer? Bah, le syndicat, c'est très bien qu'il existe parce que ça nous permet de devenir un interlocuteur reconnu des services de l'État, reconnu aussi de la fédération. C'est qu'effectivement, on est un sport et on est aussi un loisir et on est aussi pour la plupart des structures privées, on est dans le lucratif, donc d'avoir que les gérants de téléski puissent être identifiés, entendus, organisés et aussi qu'il y ait une mutualisation un petit peu de tous les process, une harmonisation, donc ça c'est super. Damien fait un super boulot là-dessus. J'aimerais, Damien, désolé, m'investir un peu plus. Je sais que t'aimerais bien que j'ouvre un petit peu le SharePoint là, mais j'arrive, promis. Ce sera fait quand ce sera diffusé. Et on a eu Sam qui a amorcé la pompe, Sam le débat. Enfin, voilà, il fallait qu'on puisse être identifié et on l'a bien vu pendant le Covid. On a fait un super boulot. Enfin, ils ont fait. Je vais pas me l'approprier, un super boulot pendant le Covid. Donc le syndicat, j'y crois beaucoup. C'est important. Ça permet, voilà, de parler d'une seule et même voix. Parce que voilà, ce que je disais, on a pu citer les skis en France. Et puis, on va devoir se normaliser en fait. C'est que moins, ouais, va être, en point de vue syntaxe, ça va être pourri ma phrase, mais tant pis. Moins on va être marginal, plus on va devoir rentrer dans le moule. Et ça, je sais que je casse peut-être le délire de notre sport de pionnier, mais quelque part, plus on va avoir pignon sur rue, plus les services de l'État vont vouloir nous contrôler, vont vouloir nous normer. Donc la nature est hors du vide. Si on n'est pas force de proposition, on va nous imposer les choses. Et c'est pour ça que je trouve que le syndicat est important, et l'investissement à la Fédé aussi. Je m'investis à la Fédé, tu t'investis à la Fédé. Il y a sûrement, pareil, des choses à redire, mais il n'y a rien de pire que la politique de la chaise vide. Et voilà, et là j'invite aussi les gens à s'investir. Peut-être que pour le moment, ils n'y voient pas l'intérêt de le faire, mais moi je travaille avec des mecs comme Joris, avec des mecs comme Damien. On a réussi à faire rentrer à la Fédé le syndicat des gérants dans la commission développement des téléskis. Il y a beaucoup de choses à faire, on en est conscient. Les choses se font pas effet immédiat. On sait comment ça se passe parce que les fédés c'est des commissions, c'est des gens bénévoles. Quelque part, moi, j'ai peut-être du recul avec ça parce que je travaille justement pour une collectivité territoriale. Donc c'est comme ça que fonctionnent aussi les collectivités territoriales. Quand tu es directeur dans une collectivité, t'es vizir, t'es pas calife. Le calife c'est le président, c'est lui qui signe tout en bas. C'est pareil, donc c'est peut-être pour ça que moi j'ai plus de recul sur les délais de traitement, parce que tu sais que ça doit être voté, ça doit être débattu, ça doit être... mais voilà, j'invite vraiment les gens, même si pour le moment ils n'y voient pas l'intérêt, à essayer de s'investir. L'année prochaine c'est année d'élection, et à savoir qu'au conseil d'administration, en fait... pourquoi le câble n'est pas représenté? Pas parce qu'il n'y a que Bruno Gattuso et moi. Et aussi, excuse-moi, Pascal Châtenay, pardon. Mais c'est pas... et puis quelque part, j'insiste, c'est pas une guerre. Là, il n'y a pas de guerre entre le bateau et le WEC. C'est juste que on peut pas nous en vouloir de pas être représenté si on n'y va pas. Ouais, c'est ça surtout. Donc peut-être qu'il n'y a pas on voit pas l'intérêt pour le moment d'y aller. Mais justement, faut s'approprier le truc. L'idée, c'est pas de renverser la table, c'est d'être représenté une bonne fois pour toutes. Et effectivement, et d'aider à construire, et d'aider à construire, exactement. Donc effectivement, la Fédé est à l'écoute de ce qu'on essaye de mettre en place, mais la Fédé, enfin voilà, il y a d'autres disciplines, il y a d'autres, mais si on veut être représenté, il faut y aller. Il faut monter des clubs pour que les présidents de club votent un conseil d'administration. Tout à fait. Voilà, je pense que le message est passé. Le message est passé, et ouais. Oui, parce que là, on a bien discuté. Bah ouais, au final, je pensais que j'avais pas grand-chose à te dire, mais je t'ai fait... Combien de temps qu'on y est là?
Eh bah, une belle heure 38. Putain. Et je pense que j'ai pas grand chose à couper. Ah ouais. Bon. Nice. Je... Et écoute, attends. je sais pas si c'est intéressant ce que je t'ai raconté en tout Si, cas. trop bien, c'est trop bien. Ouais. T'as encore des trucs? Non, bah je sais pas, il y a des anecdotes qui passent, j'aurais peut-être pu parler un peu plus d'Arthur Ansou, je sais pas, tu vois, je sais pas, peut-être si toi tu veux, que je te ressors des trucs que j'ai déjà sortis avant. Mais peut-être parle-nous un peu du... Parce que je sais que quand t'arrives dans le bâtiment de Caniel, Mm. t'as fait toute une petite présentation, quoi. Il y a des vieilles planches, il y a des vieilles photos, des vieux articles de journaux sur ce qui se passait Ah bah oui. avant 2000. Oui, ouais. Ça, c'est Bah pas alors mal. moi, je suis très attaché à ça. Alors après, je suis un peu historien de formation, donc j'adore le. Voilà, pour moi c'est bien d'avoir la traçabilité, la reconnaissance. J'aime bien la reconnaissance des anciens. C'est ce que je dis quand je me présente. On fait partie des Faut connaître son histoire. connaître son histoire, tu vois. C'est ça. C'est que effectivement, ma génération maintenant, on est pété face aux gamins de maintenant, quoi. Mm. Ce que tu faisais en 99 pour être champion d'Europe, c'est ce que fait un gamin de 11 ans à l'entraînement. Ouais. Donc à un moment, il faut garder les pieds sur terre. Mais au sens littéral du terme, on est des pionniers, c'est-à-dire que voilà, on a été dans les premiers. Ce qu'on dit, c'est qu'on parlait de pédagogie. Mais vas-y, nous, pour apprendre le blocage, il n'y avait pas YouTube, il y avait pas Internet, quoi. Mm. Et c'est juste la péda, c'était quoi? Bah, tu vois ton corps, tu vois le câble, tu fais un élastique avec tout le temps et tu lâches. Ah, vas-y, c'était ça. Allez, là, je viens de t'apprendre à bloquer. Démerde-toi avec ça. Donc tu vois, de savoir que nous, bah, on a fait partie des mecs qui ont aussi, alors même pas, enfin quand je dis nous, peut-être même plus eux, tu vois, parce que je vais pas non plus moi je te dis, j'ai été là, voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai été là. Euh, mais voilà, enfin je vous dis, je vous invite à écouter le podcast de Canard parce que le podcast de Canard il est super là-dessus. C'est alors la comparaison, faut pas mal le prendre, mais c'est du Forrest Gump dans le sens où t'as l'histoire des États-Unis dans Forrest Gump. Là c'est pareil, le Canard il nous a fait l'histoire du WEC, quoi, tu vois. Ouais. Acteur ou spectateur. Canard, je dis pas que t'es Forrest Gump, hein, c'est pas ça. Je le prends pas mal, hein. Mais voilà, acteur ou spectateur donc Canard a son podcast qui est dédié à ça, mais ouais, il a fallu des débuts en fait. Et nous, on a été là au début, donc avoir la reconnaissance de ça, bah effectivement qu'avant avant le wakeboard, il y a eu le téléski nautique et faut pas le renier en fait, tu vois, faut pas le renier parce que qu'est-ce qui nous a pris à couper sur des modules? C'est parce qu'on a fait du ski de saut comme des débiles, 58 avec le bras attaché au corps, et puis du ski de slalom, et puis les tumbles, c'est quoi? C'est parce qu'on faisait du barfoot et puis de la save. Enfin, il a fallu des débuts, donc ouais, à Caniel, on a un petit Hall of Fame avec tous les articles de presse de l'époque, les t-shirts des championnats de France à les repose. Enfin voilà, alors Canard il nous a fourni aussi, t'inquiète pas, il avait tout. Donc t'as tous ouais, t'as toutes les affiches, les vieilles boards, avant que ça soit le twin tip, quoi. On a des scurfers, et ça j'ai tout gardé à Caniel. J'ai le grenier de Caniel qui est rempli de vieux skis de figure, de vieilles bissaves, de vieux monos vintage. C'est stylé ça. Et voilà, donc la déco du hall, voilà, je me suis dit, à Caniel, on est à un vieux spot, bah faut l'assumer en fait. On n'est pas un vieux spot, on est à un musée. On Ouais, n'est pas vieux, mon pote, on est vintage, quoi. On est pionnier, c'est tout. C'est voilà. Tout à l'heure, là, je pars un peu dans tous les sens, mais le terme pionnier au sens littéral du terme, quoi. Pas au sens égo pionnier, ouais. il a fallu des pionniers, et justement c'est ce que dit Canard dans son podcast, c'est que je pense que des pionniers il y en a eu à différents endroits, mais je savais pas. Voilà, il parle des championnats des championnats d'Europe à Londres où t'as un Australien qui se met sa corde à la fin, c'est l'opérateur, et puis en fait il casse le game parce que à l'autre bout du monde en Australie t'as aussi des pionniers, t'as les Allemands qui sont chez eux, enfin voilà, mais il y a eu je pense qu'il n'y a pas les premiers, mais il y a eu plein de premiers un peu partout. Et puis après le réseau s'est maillé, mais ouais, à Caniel j'essaye de garder ça, de se rappeler d'où on vient, et puis ça ferait du bien à certains riders je pense d'éviter le syndrome de l'étoile filante, de penser que on n'est peut-être pas on n'est pas un vieux sport, mais on a un sport qui commence à avoir une histoire, et ça c'est important de le savoir. Voilà, on n'est pas millénaire, on n'est pas le kung-fu, on n'est pas. Mais un sport qui va évoluer. Je pense que dans 50 ans, ça ridera plus comme maintenant, et tant mieux.
Voilà, faut aussi pas être des vieux cons à se dire la technique évolue. Tu vois, tout à l'heure je te parlais d'axe épaule en cheville, bah Matt Montoro maintenant il va te parler d'ego, tu vois, d'épaule genou orteil, tu vois, bah ça marche. Enfin, on va pas dire que Matt Montoro ça marche pas, hein. Excellent coach, mais tu vois, enfin ça évolue, les choses évoluent et ça faut l'accepter, mais pour avancer faut te rappeler d'où tu viens et pas avoir l'impression que le sport a commencé avec toi, voilà. Donc ouais, le Hall of Fame de Caniel, quoi. Nice. D'ailleurs, putain, c'est dommage que je savais pas que j'ai une vieille relique pour toi. Oh. Ouais, vieille board. Des premières boards de type. Ok, on y repensera. C'est quoi la suite là de tes projets? Qu'est-ce que tu as en tête? Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de réaliser dans les prochaines années, prochains mois, prochaines années? Niveau wakeboard, me souhaiter de réussir à faire rentrer justement dans le milieu fédéral avec ces années électives un maximum de personnes ressources. Voilà, ce que je dis, moi je me suis retrouvé là par hasard, très sincèrement. Voilà, vice-président en charge du développement du téléski. C'est qu'un titre, effectivement, voilà, c'est pas, mais tout seul j'arriverai à rien, c'est certain. Voilà, il faut du monde, il faut des personnes ressources, et moi l'idée c'est ça, c'est de faire rentrer les personnes ressources. Donc avec cette commission développement des téléskis, même si elle est assez récente, t'en parles dans ton ancien podcast, mais c'est de continuer de cette pompe-là, c'est-à-dire là on a fait rentrer des Damien Offray, des Joris Bruchet, enfin voilà, Joris Dudahu, Jean-François Aubry qui a une très bonne vision du truc aussi, Jeff qui est un des premiers avec son petit bâton de pèlerin à se dire peut-être que si le format club ne marche pas sur les spots parce qu'on est des gérants, on n'a pas accès à faire de gérer les licences, pourquoi pas travailler sur des formats club dématérialisés qui couvrent plutôt sur un département ou enfin voilà, t'es à la commission WEC, tu t'es invité de notre commission aussi, tu connais ça, donc tu sais les projets qui me tiennent à cœur, mais voilà, c'est de faire rentrer les bonnes personnes, les personnes ressources. Il y a des, on le sait, il y a des, je dis que je suis là depuis longtemps, mais t'en as qui sont là depuis encore plus longtemps que moi. Enfin, je pense à des Mistodi, enfin, des mecs comme ça, ils sont toujours là et ce serait intéressant d'avoir la vision des choses de ces personnes-là et de réussir à les impliquer. Donc voilà, moi, tout seul, je sers à rien. Ok. Donc c'est c'est de plus être tout seul et d'être une team. D'accord. Et au niveau pro, est-ce que voilà, tu vas continuer à Caniel? Est-ce que tu t'imagines dans des nouveaux projets? C'est quoi la suite? Ou qu'est-ce que tu peux nous dire de Caniel aussi, s'il y a des nouveaux modules qui arrivent ou Alors des projets Caniel, de compétition? Caniel, j'aimerais bien commencer à mettre en place des projets compétition, mais ça, ce serait, on a une association résidente en fait, donc Ouais. ce serait plutôt à elle d'être force de proposition et de nous proposer, parce que bah, comme je te dis, je suis structure territoriale, donc c'est euh, c'est un peu aux associations de demander à la collectivité de pouvoir être de pouvoir accompagner le projet. Mais moi, je veux aussi pas rentrer dans le conflit d'intérêts. C'est-à-dire que maintenant, mon travail, c'est de m'occuper du service des sports, de la base de loisirs, et je veux pas être pris en porte-à-faux qu'on me dise François Berland il vient du wakeboard, il va s'occuper que du téléski. Tu vois. Ouais. Donc j'aimerais bien que d'autres personnes, tu vois, puissent mettre en avant les projets. Effectivement, je veux bien accompagner derrière, mais ouais, des compètes à Caniel, ça me plairait bien. Un petit championnat de ligue Bah ouais, pourquoi pas, pour ouais, un 2024. petit championnat de ligue, mais je peux pas tout porter tout seul, comme Ouais. tu dis, j'ai beaucoup de casquettes, Ouais. et mon constat, en toute objectivité, c'est que des fois, vouloir être partout, je suis nulle part. Et ça c'est un vrai constat, donc peut-être plus tard me recentrer sur d'autres choses, donc si effectivement un électif, pourquoi pas laisser ma place à d'autres personnes, ou avoir moins de responsabilités, rester peut-être qu'administrateur, mais voilà, parce que mais je peux pas être partout. J'aimerais bien m'investir un peu plus au syndicat avec Damien, parce que Damien, pareil, est très investi, mais bah, il a son spot à gérer, donc il faut. Et puis, ouais, moi professionnellement, je te dis, j'ai jamais été carriériste, donc pourquoi pas, avec ma compagne qui est dans la restauration, remonter un petit spot avec un resto, avec un plan d'eau, À la campagne. avec tranquillement. voilà 2 ou 3 lignes de bipool. Ouais, ce serait beau ça. Ouais, ouais, ouais.
je me donne le droit de rêver parce qu'à chaque fois que j'ai un peu fait des plans sur la comète, j'ai la chance, je touche du bois, ça a marché, tu vois. Ah ouais. Quand je disais pour déconner, putain, ouais, à 30 ans, je serais responsable de mon spot, bah ouais, j'étais responsable de mon spot. Après, pour déconner, j'avais dit, ouais, à 40 ans, je serais directeur de base de loisirs. Bah, je l'ai été à 36. Enfin, tu vois, donc pourquoi pas, j'espère. Revenir un petit peu, je suis pas carriériste, donc moi, je travaille sur des gros projets, c'est cool, mais j'aimerais bien me recentrer un peu. Kiffé quand même. Voilà, moi je suis un hippie de ponton à la base, quoi, tu vois. Je suis pas un directeur en chemise, donc pourquoi pas revenir un petit peu à ça. Mais là, c'est cool, je me fais des super expériences. Voilà, je me blinde aussi en compétences, tu vois. Ça, c'est important aussi, parce que Mm. travailler dans une collectivité territoriale, dans un service comme le mien, c'est super formateur, quoi. Ouais, t'envoies aussi Bah, des sacrées histoires, quoi. bah ouais, ouais, ouais. Mais c'est top, quoi. Travailler impliqué avec le politique, c'est intéressant aussi, hein. C'est là où tu vois que le politique, enfin tu croises des gens intéressants, hein, et quand je dis le politique, je vais pas parler de bord, je parle pas de, mais Oui. moi je croise des mecs, mon vice-président au sport, c'est un type qui est là du matin au soir, qui est sur tous les projets, qui a une passion du sport, de l'engagement, enfin tu vois ce que je veux dire, tu croises des gens avec des vraies valeurs et c'est super intéressant, tu vois. Moi effectivement, je vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai mon devoir pas de réserve, mais de discrétion. Mais bon, pour dire du bien, je pense que je peux y aller. Mais j'ai un vice-président au sport là où je travaille, des mecs où tu te dis, mais tu vois, moi j'ai l'impression d'être peut-être partout, bah, je suis nulle part, mais lui, le mec, il est partout, il y arrive, quoi. Mm. Le gars, tu le vois, il y a une remise de ceinture de judo à mes gamins au dojo, il y est. Il y a un truc de mémoire porte-drapeau, il y est. Faut porter un projet sport et handicap. Ça, pareil, c'est très intéressant. Je travaille sur le sport santé maintenant aussi. Donc ça, ouais, dans les orientations professionnelles, je trouve ça intéressant. Euh, Enfin voilà, pourquoi pas aussi continuer à bosser dans le sport santé. J'aime bien la passerelle. Voilà. Très bien. Et bah, merci beaucoup, François, hein. Je pense on a bien fait le tour. Tu connais La question, putain, j'y ai réfléchi, la mais question finale. elle est dure ta question. La question finale. Je dois qu'à un seul nom, enfin. Parce que Non, j'ai vu, il y en a plein t'en donnes un. Après, il y en a pas beaucoup qui ont fait que un nom, tu vois. oui, non, non, non. Il faut juste que tu dises pourquoi. Alors je suis trop dégoûté parce qu'il y en a un qui m'a piqué mon idée, c'est qui? Attends, je vais dire la question pour que les gens, Ah ouais, vas-y. ceux qui connaissent pas. Donc la question c'est, est-ce que tu peux citer quelqu'un ou plusieurs personnes que t'aimerais toi ensuite réécouter dans un épisode du podcast? Bah moi ça fait longtemps que tu me parles de ce podcast-là, on avait mis du temps à le faire et j'ai une idée et c'est qui m'a piqué cette idée? Je suis vert. Moi je voulais dire Xavier Garni parce que toi t'es aussi une des personnes ultra impliquées. Enfin voilà, tu parles beaucoup des autres. Là je viens de faire un monologue d'1 heure et demie, mais enfin je te connais depuis quelques années maintenant. Je sais pas, je sais même plus depuis combien de temps on se connaît, mais enfin voilà, t'es investi, t'es pro, t'es passionné, t'as une bonne vision du truc, t'es objectif. T'as compris qu'il y avait plusieurs façons de voir les choses, qu'il y avait de la place pour tout le monde. Donc, moi, j'aimerais bien que quelqu'un t'interviewe. Voilà, ce serait bien. Ok. Faut que tu m'apprennes à le faire, pourquoi pas. Mais non, non, mais voilà, si t'as quelqu'un qui peut t'interviewer, je trouve que toi, ce serait très intéressant de t'entendre. Parce que t'es quelqu'un d'intéressant. Bah, merci. Voilà, je t'ai croisé dans plusieurs sphères, je t'ai croisé dans la sphère fédérale, dans la sphère, bah, on a raidé un peu ensemble aussi, là on se voit à la formation, enfin voilà, j'ai bien ta vision du truc, donc ce serait très intéressant de t'entendre. Merci. Ok. Et puis il y en a un autre que j'aimerais bien entendre, Ah, il y en voilà. a un autre quand même, moi je trouve que, pareil, je pense que qui comme moi va dire au début, ouais j'ai rien à dire, et puis qui va pas réussir à lâcher le micro, mais Jeff Aubry. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Le bon Jeff, quoi. Le Jeff, ça reste aussi dans les maîtres Jedi. Ouais, c'est clair. Lui, ouais, Va falloir. je pense que lui, il va falloir aller le voir à Nantes, sinon je viendrai avec toi. Ouh, on peut se faire un truc à deux. Non, faut que je vienne le voir à Divat, donc Diva, tout à on fait. va le voir et tu le podcast, quoi. Ouais, c'est tout. Grave. Ok. Et bah, c'est noté. Jeff Aubry, une légende aussi, on peut dire maintenant Ouais. Ouais. Une légende, qui est un dans. mec qui a été à l'époque ultra visionnaire, je te dis, sur les TSN 44. Il fait partie des mecs qui ont un peu. On est passé en fait des spots base de loisirs un peu les premiers wake park core en fait, mais en étant en modèle économique. T'en Mm. as qui ont compris le truc en fait, t'en as qui sont super là-dessus. Donc Jeff,
Damien, West Wake Park. Tu l'as déjà interviewé, c'est dommage. Mais voilà, moi le modèle du West, il a tout compris en fait. Mais du début à la fin, que ça soit pour les riders, que ça soit en modèle économique, que ça soit sur l'événementiel. Et Jeff avec Gaëtan et Rico à l'époque, ça a été, voilà, TSN 44, ça a été une claque dans la gueule quoi. On était venus avec les mecs de ma team de Wake avec la WMT, Mini, tout ça, monter le Big Mama. Voilà, nous c'était ouf quoi, nous c'était la première fois qu'on rentrait, non il y avait les tremplins de saut, mais qu'on rentrait dans des modules quoi, tu vois, le truc, faut rentrer dedans pour l'assembler quoi. Ouais. Et la Big Mama à l'époque c'était le plus gros module. Bah ouais. Peut-être pas d'Europe, mais je crois quand même, c'est à revérifier. Bah en France, ouais, c'est sûr. Ouais. Mais ouais. Stylé. Voilà. Ok, c'est noté le Jeff. Et bah écoute François, merci beaucoup pour ce moment, d'avoir partagé autant de ta life. Et puis on se revoit très vite sur un petit spot, on va rider ensemble. Ah bah grave. Ouais. Je te rends aussi ton t-shirt Mon Contour que ça fait un moment que j'ai. Et... Putain. Ouais. En tout cas, merci beaucoup. C'était trop cool. Hugues Tomoré aussi, ce serait sympa de l'entendre. Ah ouais, Hugues, c'est clair. Ou Alexandre Desbuissons. Oh oui. Oui. Tiens, je sais pas si il va que tu coupes, que tu refasses un montage, mais ouais, Alexandre Desbuissons, ça peut être intéressant aussi. Attends. Ah bah ouais. Donc tu vois, voilà, des listes de noms. Il y en a. Voilà. Ça marche. Bon. Merci beaucoup. Mais je t'en prie, je te remercie. À bientôt. Ciao. Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie pour votre écoute et je vous rappelle que vous pouvez retrouver Studio Wake Park sur Instagram pour les coulisses, sur YouTube et aussi sur Twitch pour les événements en direct. Je vous dis à bientôt. Ciao!